Je suis devant l'écran vidéo, en direct, je vois ce qui se passe. Rapidement, je me rends compte qu'il y a un souci. Et là, c'est terrible. C'était d'une violence, tu peux même pas imaginer. T'es là, mais t'es plus là. Et là, le coup près tombe. Pour un entrepreneur, la vulnérabilité est la valeur. Si t'es pas vulnérable, t'accepteras pas ni l'échec pour toi ni l'échec pour les autres. Quand tu es entrepreneur, tu sais jamais ce qui va t'arriver le lendemain. Si tu veux tout contrôler, burn-out assuré. Alors que si par contre tu arrêtes de contrôler, que tu apprends à maîtriser l'art de traverser en eau trouble, là, ça va bien se passer. La plupart des gens voient la gestion des émotions comme se protéger de l'émotion. C'est tout le contraire. L'émotion est une information qui te dit de quoi tu as besoin. Si tu n'adaptes pas ton management à la personne qui est avec toi, tu fédères pas, tu n'es pas un leader. Et toutes les personnes qui veulent tout contrôler, la seule chose qu'ils rencontrent, tu sais ce que c'est ? Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Christelle Albaret. Comment tu vas ? Je vais super bien. Magnifique. Merci à toi. Ça me fait plaisir de t'avoir sur le plateau du Déclic. Un très beau parcours, énormément de choses à aborder, de sujets passionnants à aborder autour de la psychologie pour ne citer que ça. Je vais rapidement te présenter Christelle Albaret, une experte qui révolutionne la santé mentale, psychosociologue, entrepreneur et experte en santé mentale, une figure incontournable aujourd'hui de la vulgarisation en psychologie, fondatrice de la clinique e-santé, première plateforme digitale en santé mentale, accompagnée plus de 15 000 patients à ce jour. Ton credo, dépoussiérer la psychologie, la rendre accessible à tous, pragmatique et adaptée aux défis d'aujourd'hui. Un visage familier des médias également, car depuis 8 ans, tu es experte en psychologie dans Ça commence aujourd'hui sur France 2 aux côtés de Faustine Bollard. Tu as écrit 3 bouquins également sur le sujet, entre autres. On parle de charge émotionnelle, on parle de la nourriture qui nous manipule, on parle de la bienveillance au travail. Tu es aussi créatrice de contenu, Oui. avec une audience de plus de 400 000 abonnés. Bref, une psy pas comme les autres, qui fait résonner la psychologie là où elle est attendue ou pas forcément, et surtout là où on ne l'attend pas parfois. Et ça fait plaisir de voir que justement un sujet aussi important que la psychologie soit vulgarisé, soit traité de cette façon-là. C'est pour ça que je suis super content de t'avoir ici. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te pose toutes ces questions, on parle souvent du déclic qui fait passer à l'action, en tout cas qui pousse à changer les choses. Pour toi, ce déclic, il vient à un moment où tout s'effondre. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment particulier dans ton parcours, dans ta vie, qui crée le déclic pour que tu en viennes à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je pense qu'en effet, le déclic, soit c'est des choses, des ruptures, des choses qui s'effondrent, ou alors c'est des pics de permission. Donc, et c'est vrai que ces pics de permission, ils sont souvent stimulés par des périodes de rupture. Moi, j'ai dû y en avoir des ruptures parce que j'ai l'impression d'avoir eu 1001 vies. Peut-être que ça a été amené par des éléments de santé, peut-être, qui ont créé plus facilement ces ruptures. Je pense que la première rupture que j'ai dû avoir, elle a dû avoir lieu vers 2006-2007, et même un petit peu avant, et où j'ai eu un problème de santé, et que je me suis dit, bien entendu, c'est quelque chose qui vient en fait stimuler en fait chez toi, te dire mais je vais faire ce que j'ai envie. Mais je crois qu'en vrai, si je te dis ça, je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que mon vrai déclic, en vrai, ça doit être mon père. Et donc en fait, j'ai eu un déclic très jeune dans ma vie parce que j'avais un père qui était très atypique et qui est resté un enfant toute sa vie, mais c'était un entrepreneur, mais qui avait peur de rien. Et je pense qu'il m'a transmis la plus belle des choses. C'est t'as envie, fais. Mais vraiment, le plus beau des cadeaux, ça a été d'oser. Par contre, il m'a fait faire des trucs de ouf. Et il m'a aussi poussé dans mes limites. C'est quelqu'un qui n'avait pas de limites, justement. Et comme, en fait, la plupart des gens, quand je parle avec eux, ils me parlent de comment leur entourage, leurs parents, tout ça, lui auront mis des limites. Ouais. Moi, c'était l'inverse. Mon père, il était nos limites. Et du coup, limite, c'est moi, au démarrage, qui mettais presque un petit peu plus de limites, puisque lui n'en avait pas. Et puis après, j'ai adhéré un peu à son système. Je crois que c'est un peu quelque chose comme ça. Donc le fait justement de ne jamais avoir de limites, ça t'a permis de te dire tout est possible. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire que la plupart des gens finalement
n'ont pas ou ne font pas? J'ai pas peur du regard de l'autre. Je dis pas que j'ai pas des peurs, mais j'ai rarement eu peur du regard de l'autre, ou si j'avais envie de quelque chose, si j'ai envie de quelque chose, je me dis pas, bah ça c'est pas accessible. Je ne me suis jamais dit ça c'est pas accessible. Je pouvais me dire, je suis pas compétente ou je sais pas faire, donc je peux apprendre. Où est-ce que je vais aller chercher l'information? Mais je me suis jamais dit, j'y ai pas le droit. C'est ça, tu vois. Ça depuis toujours? Eh bien, écoute, maintenant que, tu vois, en discutant avec toi, je te remercie, c'est moi qui fais le psy, là. Eh bien, enfin, c'est toi qui fais le psy, pardon. Je crois que oui. Oui, à chaque fois que j'ai eu envie, d'ailleurs, c'est tout le drame peut-être, ou alors comment dire, la sève de ma famille. Ils me disent, qu'est-ce que tu nous as encore inventé, quoi. Parce que j'arrive, c'est, ah, j'ai une nouvelle idée, ou j'ai un nouveau projet. Et il se marre et dit, vas-y, c'est bon, vas-y, dis. Donc, je pense qu'en fait, oui, quelque part, dès que j'ai eu envie, toi, par exemple, il y avait quelque chose que je m'étais dit, j'ai pas le temps maintenant ou ça sera pour plus tard. En ce moment, je suis au cours Florent, je m'étais dit, je le ferai. Je savais pas, enfin, c'est pas quand ou autre, mais quand il y a l'espace et j'ai envie, bah, j'y vais. Et à quel moment tu t'es passionnée pour la psychologie? C'est venu un peu par hasard. Donc dans une de mes vies, je travaillais en éclairage et en acoustique. Je travaillais en Belgique et j'ai rencontré une sorte de physicien fou qui était sur sa fin de carrière. Et donc, en fin de carrière, tu n'as qu'une envie, c'est de transmettre. Et donc, je travaillais sur la lumière. Et là, j'ai découvert, en faisant sur un... comment dire, c'était une période de recherche sur laquelle on travaillait. Et j'ai découvert qu'on pouvait soigner par la lumière. Donc, la luminothérapie. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. Et c'était les premières choses où je me suis intéressée à la façon dont, notamment, par exemple, tu vois, on met des fonds verts. Les fonds verts, pourquoi on met des fonds verts? Parce que ça absorbe la lumière. Quand les chirurgiens ils opèrent, en fait, c'est toujours du vert parce qu'en fait, sinon, tu as le focus de l'œil qui n'arrête pas de faire il doit constamment aligner, en fait, et entre le rouge du sang et si tu as du blanc haut, au bout d'un moment, ton œil, il voit plus parfaitement la couleur. Alors que quand ils sont habillés en vert, ça absorbe et ça leur permet de rester sur un focus de la couleur du sang. Et bien, toutes ces choses-là, ça m'intéressait, ça m'a passionnée. Et puis après, eh bien, petit à petit, je me suis intéressée à ça. Après, j'ai un peu lâché, parce que je pense que dans tous les déclics ou les choses où tu vas, c'est pas « ah, c'est comme ça », puis le lendemain, ça y est, c'est clair. Non, je veux dire, un truc, faut creuser dans la grotte pour savoir où est ton chemin. C'est le parcours d'une vie. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, donc je travaillais en Belgique, je suis revenue en France. Et donc, je cherchais du boulot en France. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit, bah, écoute, toi, tu es plutôt dans l'ingénierie. Viens, nous, on fait du recrutement, on fait de la chasse de tête, mais on cherche des gens qui viennent du domaine de l'ingénierie. Et nous, on va t'apprendre toute la partie RH et recrutement. Donc, je me suis retrouvée à faire du recrutement, de la chasse de tête. Et là, à nouveau, j'ai appris donc tout ce qui était... tu sais, les tests de personnalité, toutes ces choses-là. Et en fait, petit à petit, je me suis intéressée à ça, je me suis baignée là-dedans, mais sans me dire, tiens, c'est ce que je veux faire, quoi, en fait, en réalité. Et le vrai déclic de basculement s'est fait des années plus tard, lorsque j'ai emmené un de mes fils voir un psy. Et il s'est passé quelque chose ce jour-là. Je ne peux pas te dire quoi, mais je pense que j'étais prête. Je suis sortie du cabinet, je tenais la main de mon fils. Je me rappellerai toujours, j'étais sur une petite place. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça. À ce moment-là, tu as le déclic? Ouais, justement. c'est à ce moment-là. C'est assez drôle parce que c'est finalement la vie et le chemin de la vie qui t'emmènent vers progressivement la psychologie et ce métier qui est devenu aujourd'hui plus qu'un métier, mais aussi une passion que tu partages, tu transmets.
Et ce n'est pas du tout un chemin traditionnel pour la plupart des psys. Mais je pense que c'est ce qui fait la psy que je suis. C'est-à-dire que je l'ai dit, je l'ai déjà redit, je pense que j'étais la seule psy qui détestait les psys, quoi. Faut être sincère. Pourquoi? Puis, je vais y venir, on a du temps pour en parler, mais c'est-à-dire que j'avais le cliché du psy, et puis je pense qu'il y a une vraie rupture qui, ça y est, et c'est véritablement créé sur la psychologie, sur la façon d'accompagner, mais qui au démarrage, je trouvais complètement déconnecté de la réalité des gens et de leurs besoins. Je dis toujours, c'est quand même génial le métier de psy, à l'origine, hein. Aujourd'hui, il a évolué. C'est quand même le seul endroit, aucune obligation de moyens, aucune obligation de résultat. Ton patient, il ne bouge pas pendant 30 ans, il résiste. C'est comme si, en fait, je sais pas, tu vas chez le garagiste, d'accord, ça fait 36 réparations que tu fais, et au bout de la 36e réparation, tu dis, tu vas voir le garagiste, je ne comprends pas, ma bagnole est toujours en panne. Je fais, c'est le moteur, il résiste. Tu vas changer de garagiste. Ben là, non, tu es capable d'aller chez le même psy pendant 10 ans, et te dire que c'est toi le problème. Et si on ne donne pas d'outils, c'est très récent. Le fait quand je dis vraiment c'est très récent, le fait qu'en psychologie, il y ait des vrais outils d'accompagnement avec une psychologie et une santé mentale beaucoup plus intégrative, il y a un vrai chemin. Moi, j'ai un peu été pionnier sur ce chemin-là. C'était beaucoup plus avancé au Canada, notamment. Mais en France, il y a un peu encore cette guerre déjà, il y a encore une grosse guerre de chapelles sur les différentes typologies de psy. Et il y a encore une sorte de résistance, c'est quand même assez drôle chez les psys qui résistent, à acquérir, notamment, quand moi j'étais des premières à mettre le coaching dans le domaine de la psychologie, attends, je veux dire, j'étais la femme à abattre. Sauf qu'en fait, le coaching, c'est un outil comme un autre, comme la préparation mentale, comme d'autres choses que tu vas utiliser au service de ton patient. Complètement. Voilà. Pourquoi, selon toi, justement, quand tu me l'évoques, c'est du bon sens. Ouais. Moi-même qui crois au coaching, à l'accompagnement et même au fait d'avoir un psy, parce que pour beaucoup, et ce sera l'objet d'une autre question, c'est on va voir un psy quand il y a un problème, quand ça ne va pas, mais en réalité, on peut aussi aller voir un psy ou un coach quand on a juste envie de mieux se connaître, mieux se comprendre, s'améliorer, grandir. Oui, il y a plusieurs directions. Ouais. La première direction, c'est je viens et le psy va faire le pompier. Je suis dans une période aiguë de ma vie. Et en fait, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, on va avoir plein d'épreuves dans notre vie, et tant mieux, parce que sinon, on a un peu une vie de merde. Il ne s'est rien passé. Donc, c'est bien d'avoir des épreuves, même si certaines sont difficiles. On se rend compte après que l'épaisseur qu'on a, comment dire, la personne qu'on devient, elle se crée plus par nos épreuves que par tous nos succès, nos réussites. C'est le mélange des deux. C'est ce qu'on en fait, entre guillemets. C'est pour ça que quand on est jeune, on a tendance à parler. Et puis, plus on avance dans l'âge et si on a fait des choses, on a moins besoin de parler, on a plus besoin d'écouter, on a moins besoin de prouver, parce qu'on a de la matière. Voilà. Et c'est ça la vie. Et nous, moi, en tant que psy, alors, je veux dire, moi, à ma façon, comme je dis, je suis un peu le psy atypique, hein, c'est que ces phases aiguës, on est là, la personne, elle arrive, elle a besoin rapidement de pouvoir reprendre pied. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un contexte de vie qui s'impose. Ou alors le moment où on est prêt de le faire, parce qu'on peut avoir une blessure beaucoup plus ancienne. C'est un petit truc là, tu vois, par exemple, je vais changer de job, et puis c'est ce truc-là qui fait que tout ce qui était là avant bascule. Déclic dans les deux sens. Et là, mon job, c'est de permettre à la personne déjà de l'accueillir, de la soutenir pour traverser cette épreuve, de l'envelopper pour qu'elle se sente, entre guillemets, protégée pour pouvoir traverser ça, et lui donner le recul nécessaire pour voir où sont les nœuds et les défaire doucement, à son rythme, et faire en sorte qu'après elle reparte. Et comme je dis, j'ai bien fait mon job. Au début, elle peut arriver, elle est un peu cassée, et normalement, quand elle repart, elle est même encore plus hop que lorsqu'elle est arrivée, avant l'épreuve. Et l'autre partie, c'est d'arriver dans une démarche où tu veux mieux te comprendre, tu veux plus être, j'ai envie de dire, ce qu'on a déposé de toi,
mais que tu as envie de sortir pour être la personne que tu veux être. Et là, on est beaucoup plus dans une démarche comment dire, où on va mettre beaucoup plus de psychologie, de coaching, de préparation mentale pour amener en fait à pouvoir se révéler. Il y a les deux. Mais à 90%, les gens viennent quand il y a une phase aiguë. Pourquoi, selon toi? Pourquoi? Parce que je pense que le cerveau est fait comme ça. Et le cerveau, il est là pour trouver des réponses à des problèmes. Point. Mais il ne veut pas forcément essayer de chercher à s'améliorer constamment. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de la puissance de la chose? Est-ce qu'ils n'ont pas l'envie réelle d'en tirer profit? Parce que, tu vois, moi, dans ma démarche en tant qu'entrepreneur, le but, c'est de me dire, si je peux devenir meilleur, eh bien, autant mettre toutes les possibilités de mon côté pour me permettre d'atteindre mon objectif. Oui, et là, je pense qu'il y a deux, et c'est là que tu as besoin, et je vois moi dans les personnes que j'accompagne, en réalité, c'est que tu vas avoir, de la même façon qu'il y a différentes typologies d'entrepreneurs, de coachs, de psy, il y a des psys qui vont être là essentiellement pour réparer, c'est leur job, et ensuite, pour des démarches comment dire, de transformation, d'évolution, d'ampleur, eh bien, ils font d'autres typologies, soit de psy, soit de personnes qui permettent d'accompagner. Moi, en fait, j'ai fait, alors peut-être que c'est ce qui fait ce parcours, c'est que j'ai vraiment associé les deux. J'ai d'abord commencé par le coaching avant la psychologie. J'ai fait beaucoup aussi de préparation mentale, mais parce que je viens de cet environnement, j'ai fait pas mal de sport à haut niveau, donc du coup, j'ai cette démarche-là. J'ai l'impression d'avoir créé une sorte de format, enfin, de format de moi-même, entre guillemets, où j'ai mis la partie de réparation, mais aussi la partie qui te permet de faire voilà, et qui te permet de grandir avec des outils vraiment qui sont adaptés et de savoir exactement à quel moment je les mets en œuvre pour pouvoir accompagner quelqu'un. Mais je pense que c'est pas lié seulement à se dire. Je pense qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, la psychologie, c'est aussi un outil qu'on peut s'approprier, une matière souple. Tu vois, par exemple, je vois aujourd'hui, sur les cours Florent, une des personnes qui, comment dire, un des coachs, on va dire comme ça, enfin des profs, voilà, qui accompagnent, il y a énormément de psychologie dans la façon dont il accompagne. Il est prof de stand-up, on est d'accord. Et c'est que de la psychologie. Et il utilise des outils de coaching, et il utilise des outils de thérapeute pour te faire te révéler. Et bien, en fait, on peut tous se l'approprier. Après, il faut que personne ne se dise « je joue aux apprentis sorciers ». C'est-à-dire que quand on sent, par contre, on touche quelque chose qui est de l'ordre du fragile, là, c'est le job du psy. Parce qu'il va savoir à quel moment il y va et en fait, on est dans de l'orfèvrerie. Mais j'ai envie de dire, toi, en tant qu'entrepreneur, si tu n'utilises pas la psychologie dans ton quotidien avec les personnes avec lesquelles tu travailles, tes équipes, je suis désolée, entre celui qui est introverti, celui qui a une grande gueule, celui qui sort d'une épreuve, si tu n'adaptes pas ton management à la personne qui est avec toi, tu fédères pas, tu n'es pas un leader. Donc je pense qu'un leader, s'il ne s'approprie pas la psychologie, il passe à côté de quelque chose. Complètement. Je reviens sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure. Tu disais, j'emmène mon fils voir une psy et quand j'en sors, je suis sur ce trottoir et là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a tant marqué durant cette séance ou à ce moment-là pour te dire, c'est spécifiquement ça que je veux faire? Alors, avec le temps, je pense que c'est de plus en plus diffus parce que ça fait un moment maintenant. Il y a combien de temps? Il y a plus de 25 ans. Donc, tu vois, voilà, ça commence à... je pense que c'est plus une sensation. Je pense que c'est peut-être... Je me suis dit, c'est peut-être pas ça que je veux faire, mais je pense qu'il y a quelque chose de... C'est ça que je veux être. Tu vois, c'était quelque chose d'aligné. Je ne sais pas comment t'expliquer. Vraiment, c'est presque, quand je dis c'est une révélation, j'ai senti à ce moment-là que c'était, et c'est pour ça que je te dis,
c'est pas je veux faire ça, parce que psy, quand j'ai vu après que j'ai fait mes études, j'ai dit ah non, je veux pas être ça, je veux pas faire ça, je veux pas. En tout cas, ça va pas être ma façon, ça va pas être mon format, quoi. Mais je crois que j'ai senti que je pouvais avoir, on a chacun nos talents, et autant aller à l'endroit où c'est le plus facile pour nous, cette façon d'arriver à transformer l'autre pour le sublimer, en fait. Et en fait, quelque part, la psychologie et le reste devenaient des outils au service de cela. Voilà. Donc à ce moment, tu as le déclic, tu continues, tu avances, et finalement, je le vois avec cette énergie que tu as en toi, toute ta vie, tu dis j'ai eu 1000 vies, j'ai avancé, j'ai continué, etc. Et ouais, je me suis paumée aussi, je me suis gourée, je me suis plantée, hein, on va pouvoir en parler. On va en parler, ouais. effectivement. Et à un moment donné aussi, il y a un choc qui force un renouveau, c'est la maladie, où tu vas apprendre justement que tu as un cancer. Ouais. À quel moment tu apprends ça? Comment tu vis ça? Parce que typiquement, tu parlais de nouvelles difficiles et ça peut clairement avoir un impact sur son mental que d'apprendre ce genre de choses. Comment tu le vis? Comment tu le surmontes? En fait, j'apprends que... Alors moi, je dis je suis une super chanceuse parce que dans mes galères, en tout cas aujourd'hui, parce que ça s'est renouvelé 2 fois, donc j'apprends que il faut qu'on m'opère de l'utérus parce que j'ai un risque, voilà, j'ai un risque de cancer. Et je pense que sur le moment, c'est des années plus tard que je mets le mot. Au début, je ne le mets pas du tout. Et c'est quand j'ai rencontré 20 ans plus tard une copine qui a eu exactement la même chose que moi, mais elle, dans des conséquences beaucoup plus graves que les miennes, que j'ai pu mettre le mot dessus. D'ailleurs, à l'époque, on me dit bon, on va vous faire. On ne dit pas vraiment le terme. C'est très diffus. Mais je sais que j'ai une chance inouïe. Tu sais, t'arrives, t'as fait un examen, et en règle générale, quand tu fais des examens, tout comme ça, quand tout se passe bien, tu fais l'examen, puis ton médecin il te parle normalement, puis tu repasses à autre chose. Puis là, j'avais mes examens. Et puis, je vais voir et puis, j'ai le professeur qui commence à me dire « Bon, alors, je vais vous faire un dessin, il faut que je vous explique. » Et là, au moment où il me dit ça, je dis « Vas-y, c'est bon, tu n'as plus besoin de m'expliquer, j'ai compris, j'ai un truc. » Tu sais, tu as une atmosphère. D'ailleurs, il était génial. Je l'embrasse, je le connais toujours, il est super. Et donc, j'ai eu la chance d'être opérée, ce qu'on appelle une conisation. C'est une petite découpe sur l'utérus. Et en fait, grâce à cette conisation, ça n'a pas été plus loin. Donc moi, j'ai eu tous les bénéfices sans les inconvénients. Ce que j'appelle les bénéfices, c'est que tu prends conscience de la réalité de la vie, de ce que la maladie peut te donner, mais sans les galères. Pas la chimio, pas les trucs comme ça. Voilà, donc cadeau, super cadeau. Même si, par contre, ça a bouleversé ma vie. Voilà. Et la deuxième, c'est quand il y a un an en arrière, j'ai appris que j'avais une tumeur à la gorge, à la thyroïde. Et là, c'est pareil. On me dit, bon, t'as un nodule, et puis on dit, il faut faire une scintigraphie, puis machin, puis bidule. Et puis on dit, non, en fait, c'est une tumeur. J'avais une boule, là, mais je ne l'avais pas vu venir. En fait, j'avais un œuf Kinder à l'intérieur, là. J'ai un œuf Kinder parce que moi, j'avais ce qu'on appelle un nodule oncocytaire. C'est-à-dire qu'en gros, à l'intérieur, tu as soit c'est bénin, soit c'est malin. Donc, mais on ne sait pas. Et ça va être le cadeau surprise au moment où on t'opère. Donc, j'avais mon petit Kinder surprise. J'étais en pleine levée de fonds. Donc, autant te dire, je me suis dit, hop, je vais attendre un peu avant d'aller ouvrir le Kinder surprise. Puis, à un moment donné, il y avait quand même l'urgence de dire, bon, il ne faut quand même pas déconner. J'y vais. Par contre, la petite blague, c'est que j'ai eu beaucoup de chance à nouveau, puisque pas de cancer, c'était bénin. Mais par contre, j'ai eu une autre surprise, c'est que pendant l'opération, on a touché une de mes cordes vocales et j'ai perdu ma voix. Et j'ai été paralysée de ma voix pendant plus de 9 mois. C'était donc début 2024. Et je ne savais même pas si j'allais pouvoir retrouver ma voix. Parce que tous les spécialistes que j'avais vus à l'époque m'ont dit c'est pas sûr. Mais tu ne pouvais plus parler? Comment ça se passait? Plus du tout.
Plus un son sortait de ta bouche. Un son. Autant te dire que mon métier, c'est ma voix. Ça a été un sacré trauma, qui a encore assez, j'ai envie de dire, par essence, ça va faire, tu vois, tout juste 1 an. Et d'ailleurs, donc, tu vois, j'ai retrouvé ma voix. Mais par contre, quand j'ai beaucoup d'émotions, ma voix peut complètement repartir. En fait, ma voix, aujourd'hui, peut trahir mes émotions. Mais en même temps, j'appelle pas ça trahir. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ma voix, elle fait la lumière sur mes émotions. C'est le miroir des émotions. Complètement. Comment tu as retrouvé ta voix? Comment tu as surmonté cette épreuve? Parce que c'est une épreuve... je pense que celle-ci, je pense que c'est une des plus grosses... J'en ai eu d'autres, des grosses épreuves dans ma vie et plus jeune, mais celle-ci, elle fait partie des grosses épreuves de ma vie. Déjà, d'une part, parce que je ne l'avais pas vu venir. Parce que moi, j'étais focus sur la tumeur. Donc, quand tu te fais opérer, on sait toujours qu'il y a une liste d'effets secondaires, c'est comme sur les médicaments. Si quand tu veux prendre un médicament, tu les laisses 2 ordonnances et des effets secondaires, tu ne prends plus le médicament. Là, en fait, je savais qu'il y avait des risques, mais je les ai occultés. Parce que la seule chose sur laquelle j'étais concentrée, c'était le nodule. Et donc, quand on m'opère et que j'ai rien, dans ma tête, tout est OK. Sauf que, et puis, au début, j'ai pas ma voix, mais je pense que c'est normal. L'opération, déjà, tu te retrouves, tu sors de là avec un colis avec plein de... Comment dire, des agrafes, c'est assez impressionnant. Mais je me dis, bon, 15 jours, ça va revenir. Mais donc, quand je dis j'ai pas un son, ça fait... C'est même faire... Le mot tu vois, t'as un son qui sort là. C'était rien. Au bout de 15 jours, donc c'était fin d'année, début d'année 2024. Et puis rapidement, je me rends compte je me dis qu'il y a un souci. J'appelle le chirurgien, je demande à revenir, puis en fait, on me dit non, mais c'est normal, ça va revenir, peut-être que... Puis là, moi, je me rends compte que c'est pas normal. Parce que je vois d'autres personnes qui se sont fait opérer. Donc moi, ils parlent, et moi, j'ai rien. Mais j'ai pas un son. Et là, c'est terrible. Parce que quand tu perds ta voix, tu perds ton identité. Je te donne un exemple, c'est que quand tu peux pas parler, quand il n'y a rien qui sort, si tu as une soirée, et que tu peux pas... Tu sais, il y a un peu de bruit ou autre, ou même un dîner de famille. Tu peux pas sortir un son. En fait, les gens au début te parlent, puis comme tu t'entendent pas, on se détourne de toi. Tu es là, mais tu n'es plus là. C'était d'une violence, et tu peux même pas imaginer. Et là, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai tout fait, mais je pense que j'aurais pu voir un chaman, une sorcière, n'importe quoi. Je te jure, j'aurais pu tout faire. Et d'ailleurs, j'ai rencontré... Déjà, j'ai pris tu vois, le côté entrepreneur, tu l'as toute ta vie dans tous les choses. Il y a des gens qui ont dit, tu vois, chirurgien, ou l'autre dit, non, il faut attendre. Tout au moins me dit que c'est elle. Là, il ne faut pas que tu attendes. Donc, on est tout début janvier, tout le monde est encore en vacances. Moi, je prends tous les trucs pour essayer de savoir où je peux. Je découvre un phoniatre. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un phoniatre. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un ORL qui est spécialiste de la voix. Excuse-moi, mais moi, je n'ai jamais regardé ça. Donc, j'arrive à en trouver un spécialiste de, soi-disant, toutes les grandes stars de la voix et tout. Quand j'arrive dans son bureau, toutes les photos de chanteurs, opéra et tout, je me dis, qu'est-ce que je fous là, moi? Mais bon, je me dis, ouais, c'est ça. Et donc là, il met une caméra dans le... On te fait passer une caméra ici, par le nez, et puis en fait, on va voir tes cordes vocales. Et là, le coup près tombe. C'était en direct. Il faut voir que je suis devant l'écran vidéo. En direct, je vois ce qui se passe. Comme si on t'opérait en direct. M'opérait ma vie en direct, là, tu vois. Et je vois, et il me dit, vous voyez là, ça fait comme de petites branches comme ça, blanches. Il fait, vous voyez une qui bouge là, et puis vous voyez l'autre, elle ne bouge pas. Votre corde vocale, elle est paralysée. Immobile, elle est paralysée. Et moi, je dis, ok, d'accord. Et donc, comment ça revient, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, en fait, on ne fait rien. Je fais, comment ça, on ne fait rien? Non, là, si elle est vraiment paralysée, parce que, notamment, on a touché le nerf derrière, elle ne reviendra jamais. Et là, en fait,
là, je ne sais pas comment t'expliquer, à la fois tout s'écroule en moi et très rapidement. Donc je sors de là, je suis effondrée, mais effondrée. Comment tu te sens? Tu pleures? Tu réagis comment? Je pleure, je suis effondrée. Et puis en plus, il faut savoir que je sors d'une période en plus hyper difficile professionnellement. Pour en parler. Donc les choses s'accumulent. Ou alors, il y a quelque chose qui se disait là. Parce que cette tumeur, elle n'est pas arrivée par là. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je pleure, je suis effondrée. Mais par contre, en l'espace de moins d'une demi-journée, je me dis, c'est pas, de toute façon, je vais trouver une solution. Je vais parler. Donc, je rencontre plein je cherche parce que c'est pas mon environnement, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas une spécialiste de la voix, tu vois. Donc, j'ai pas l'écosystème pour me donner des trucs et des astuces ou alors savoir vers qui me tourner. Et toi, ça m'a fait l'écho quand on est entrepreneur notamment, l'importance d'un écosystème, quand tu as besoin le réseau et l'écosystème, c'est essentiel pour un entrepreneur. Et là, je n'avais pas l'écosystème pour pouvoir essayer de me trouver des solutions. Donc, j'ai un peu cherché par moi-même. Je me rappelle, j'avais regardé sur LinkedIn un spécialiste de la voix, machin, qui m'envoyait vers des gens, des autres. Et bon, c'était peu fructueux. Et puis, après plein de tentatives, je me rappelle, j'ai une copine qui est comédienne et qui est chanteuse. Et je l'appelle. Et je suis au bout de ma vie. Hein. Ça fait 1 mois que je ne parle pas, qu'il n'y a aucun son de ma voix qui sort. Je regarde sur YouTube tous les trucs pour retrouver sa voix. Alors je vois qu'il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé leur voix. Et je fais tous les exercices. Merci YouTube, tu vois. Quand on me dit Christelle, merci votre chaîne sur YouTube, tout ce que vous dites, ça m'a tellement aidé, ça m'a sauvé la vie. Moi, j'ai des personnes qui étaient spécialistes du choroute. Ils m'ont aidé à une période, ils m'ont aidé à trouver le chemin. D'accord. Et elle me dit, écoute, j'ai une personne, parce que j'ai essayé les orthophonistes, autant te dire, c'est bon, j'ai fait 2 séances, tu vois. Non, c'était pas concret, c'était pas suffisamment, je trouvais que c'était pas suffisamment efficace. Et je rencontre elle me dit, écoute, j'ai une prof de chant. Je sais pas pourquoi, mais va la voir. Et là, je rencontre cette prof. Elle a eu un souci avec sa voix, quelques années plus tard. Elle est prof de chant lyrique. Et c'est la seule qui me dit, parce que j'en avais eu plein avant, qui me dit, écoutez, je vous promets rien, mais on va essayer. Rien que le fait qu'elle me dise, je te promets rien. Rien que là, j'avais de ses confiances. Elle ne me vend pas la lune. Elle me dit, on va avancer. Et j'ai passé des jours et des jours et des heures et des séances entières à faire essayer de sortir un son. Et quand un jour, tu arrives à sortir un son, un A, toi, mais tu as l'impression que tu as gagné un trésor. Un trésor, mais tu ne peux pas l'expliquer aux gens parce que j'ai fait un A aujourd'hui, j'ai fait un I. Tu vois, par exemple, je faisais un A, mais je n'arrivais pas à faire le I ou le U. Et là, j'ai compris aussi toutes ces choses qu'on a à notre disposition tous les jours, mais qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec elle. Et alors, en parallèle, il faut savoir que ça prenait tout mon temps. Quasiment. Enfin, ça prenait beaucoup de temps, déjà beaucoup d'énergie. Mais en même temps que ça, j'avais une boîte, une entreprise. J'avais la télé. Et puis, j'avais honte, en vrai. J'avais tellement honte. C'est ouf, parce qu'en fait... ça paraît. Pourquoi t'as honte? Mais j'avais honte parce que j'avais l'impression que j'étais plus entièrement moi. Comme je te dis, je me suis pas du tout isolée. Parce que c'est une chose, je connais quand même bien mon métier de psy et je pratiquais sur moi ce que je faisais avec les autres. D'accord? Donc la psychologie, la préparation mentale, le coaching, je peux dire que je m'en suis fait. Donc je m'isolais pas. Mais par contre, tout était un effort. J'ai fait une soirée, par exemple, où je me suis dit, j'y vais, je connaissais personne, et c'était un truc de réseau, et je pouvais pas parler. Donc au début, les gens disaient, ah, Christelle, et puis t'as pas ta voix. Et là, au début, les gens font un effort, puis je me disais rapidement,
on se détourne de toi. Et là, je me suis forcée à me dire, non, je vais quand même rester un moment, je reste encore 1 heure. Tu restes 1 heure, Christelle. Et je suis sortie de là, j'étais effondrée dans ma voiture en pleurs. Je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que j'avais retrouvé un tout petit point, mais tellement faible qu'on ne m'entendait pas. Je continue à bosser. J'essaye Donc, dans ma boîte, à ce moment-là, on est en pleine levée de fonds, crowdfunding. Et donc, je suis censée pitcher. Tu peux comment pour pitcher une boîte quand tu n'as pas de voix? Donc, tu fais appel à tes équipes, tu fais partie des gens. Comment tu communiques avec les gens à ce moment-là, avec tes équipes? Tu t'écris, Avec mes équipes, ou même il faut quand tu savoir... expliques à des professionnels de la voix la problématique à laquelle tu fais face durant toute cette période? Je crois que, je ne sais pas si j'explique aux professionnels de la voix. Mes équipes, bon, ils savaient que je me faisais opérer avant et je leur avais dit non, mais c'est bon, je me fais juste opérer. On fait ça. J'avais dit, je fais ça la dernière semaine, mi-décembre, comme ça, c'est les fêtes, ça gêne personne. Début janvier, on est sur le pont, hein, parce que. Et là, début janvier, j'arrive, j'ai pas de voix. Donc, et la clinique santé, 100% des équipes étaient en full remote. Donc, tout à distance. Et là, ils voient bien que j'ai pas de voix. Donc tu écris, tu utilises beaucoup d'écrits. Tout le monde essaye de... à l'époque, j'avais un COO à temps partagé avec moi. Et donc, je me suis beaucoup reposée sur lui. Mais ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé dans l'entreprise. Autant te dire qu'en fait, ça a été hyper fragilisant, puisqu'en fait, j'incarnais mon entreprise aussi. Mais j'étais toujours transparente. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je suis ici avec toi, à la télé, dans ma vie, j'ai toujours été moi-même. Je me suis dit, le seul moyen d'être jamais déçue de moi-même, c'est d'être moi. Donc, je joue pas de rôle ou de personnage, quoi. Donc, j'ai dit les choses et ils ont tous été formidables. Parce que j'avais des équipes, ils m'ont énormément soutenue. Mais ils ne pouvaient pas me soutenir sur la levée de fonds. C'était pas possible. Comment tu fais? Tu fais pas. Tu fais à moitié, tu fais des pitchs en ligne et tu as une voix où il n'y a pas de voix. Donc, tu essaies de parler. C'est donc Grégory, mon CEO, qui prenait la main, mais c'était pas moi. Donc, lui, il parlait de sa partie, qui était beaucoup plus technique, mais... on a foiré. On l'a foiré, la levée de fonds. On l'a foiré. Et ensuite de ça, comment tu te retournes? Comment tu fais pour continuer la boîte, avancer quand tu retrouves... Alors, donc je retrouve un petit peu de voix, mais je passe à l'étape, j'ai la voix de Panacloc. Je te laisse imaginer. C'est sympa. Pareil, là, il faut assumer. Tu sais, et maintenant, avec le recul, je me dis, heureusement que j'ai une certaine force de dérision et que je n'ai pas cette difficulté du poids du regard de l'autre sur moi. Ouais. Parce que je pense que sinon, je me serais écroulée, quoi. Donc, j'ai la voix de Panacloc. Et puis, ça fait un moment que... notamment avec les équipes de France 2, de Réservoir Prod, je leur dis, j'ose pas dire que j'ai pas ma voix. Parce que je sais pas comment ils vont l'accueillir. Pendant combien de temps tu leur dis pas? Je leur dis pas pendant à peu près 2 mois et demi, presque 3 mois. Mais je leur avais dit, ils savaient que je me faisais opérer, donc j'étais dans la période convalescente, quoi. Mais je me suis dit, ça va revenir. C'est tellement, je m'entraînais tous les jours. Donc pendant 2 à 3 mois, tu échanges avec eux, tu discutes, oui, t'envoies des emails. Texto. Ah ouais, bien sûr. Texto. Mais tu leur dis pas. Voilà, je dis, je suis encore... Je vais dire. Et puis là, il y a un moment où je me dis, faut y aller, Christelle. Puis donc, j'ai cette fameuse voix de Panacloc. Et j'ai la patronne de la prod qui m'appelle, alors Christelle. Puis là, je dis, bon, faut que je décroche. Et là, je décroche, et puis écoute, voilà. J'ai très envie de revenir à toi, mais c'est cette voix-là que j'ai. C'est cette voix. Et là, on m'a fait vraiment un sacré cadeau. La prod me dit, c'est Stéphanie qui me dit, écoute Christelle, tu sais quoi, l'émission que tu fais depuis 7 ans, c'est une testimoniale. On n'a que des gens avec des histoires de vie, de ouf.
Il me fait, bah, donc ça serait complètement dingue de ne pas t'accueillir, toi, par rapport à ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc on va t'accueillir avec cette voix-là, avec ton histoire. Et ça a été un cadeau extraordinaire. Tu parles d'un déclic. Et elle m'a dit OK, et elle m'a donné une date. Elle était assez fine, elle m'a donné une date en disant que tu recommences là. Et cette date-là, en fait, au dernier moment, on dit bah non, en fait, ça ne sera pas cette date-là. Je suis persuadée avec le recul qu'en fait, elle m'avait donné cette prochaine date de reprise, mais tout en sachant que je ne serais pas sur l'émission ce jour-là. Et ça redécale, et il y a les vacances scolaires, donc il y a un décalage de 15 jours. Mais en fait, au moment où elle me dit que tu reviens, je bosse comme une dingue, encore plus avec la prof de chant. Et je pense qu'en fait, elle m'a donné une telle permission que pendant 3 semaines presque, ma voix est revenue. Mais vraiment. En 3 semaines? Ouais. Alors j'avais une voix faible, c'est-à-dire que j'avais retrouvé ma voix, mais par contre avec un timbre très bas. Tu vois, je ne pouvais pas, là, ce que je fais, de pouvoir prendre la voix, je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de tonalité. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai repris. Et ça a été une vraie thérapie pour moi, quoi, en fait. Hein. J'ai eu, quand j'ai repris, j'ai refait mon premier plateau. Avant le plateau, je me suis effondrée parce que j'avais peur, en fait. Et en même temps, je me sentais tellement vivante. Voilà. Et puis petit à petit, bah, c'est revenu et je continue à m'entraîner jusqu'à cette voix que j'ai aujourd'hui. Et je remets un petit peu dans le passé, mais lorsque tu as cette caméra qui est en train de te montrer tes cordes vocales et qu'on te dit, tu vois ça, bah, elle est paralysée, tu ne pourras peut-être plus jamais parler, tu es face à un professionnel du sujet, il dit, tu ne pourras plus jamais parler, et pour autant, toi, quand tu sors, d'une part, tu es effondré, mais d'autre part, tu m'as dit tout à l'heure, tu te dis, non, je vais parler, je vais me donner les moyens. Ouais. Où est-ce que tu cherches cette énergie, cette force de caractère et surtout, qu'est-ce qui fait que tu te dis « je vais absolument rien lâcher » là où beaucoup auraient pu abandonner. Pour peut-être même moins que ça, des gens abandonnent ou ne suivent pas leurs rêves, ne passent pas à l'action. Je pense que tu le vois au quotidien également. Ouais. Et c'est quoi le secret, entre guillemets, qui fait que toi, dans ton cas, tu as réussi à tenir, tu n'as rien lâché et tu t'es dit « peu importe ce que vont dire tous les professionnels de la voix », moi, je sais que je vais me donner les moyens et que j'en ai la capacité, je vais le faire. Je ne veux pas dire que je suis née comme ça, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai parce que je pense que j'ai eu des épreuves plutôt jeunes dans ma vie. Et en fait, je ne suis pas une compétitrice. Je déteste la compétition. Je peux être une challengeuse avec moi-même, mais je n'aime pas la compétition par rapport contre l'autre. Mais j'ai une force de vie, une résilience qui est ancrée en moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est de l'ordre de venir altérer mon espace de liberté, venir me prendre ça, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc, ma force de résilience, c'est que chaque chose qui pourrait entraver cet espace de liberté, d'avancer ou d'autre, c'est comment dire, c'est pas possible. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu me poses la question, je peux pas te dire, c'est à partir de ce moment-là. Je pense que j'ai toujours eu la rage en moi pour faire en sorte, et je pense qu'il faut cette force de rage, mais que c'est pas une rage négative, c'est une rage vraiment constructive, transformante, qui fait que je dis jamais on me détruira à mon insu. Voilà. Mais c'est quelque chose de sain et de positif. C'est pas un combat, c'est pas une rage pour détruire. C'est vraiment quelque chose de très transformateur. Et cette rage positive, on va dire, je l'ai utilisée et aujourd'hui au service de toutes les personnes que j'accompagne. Quoi. Complètement. Ouais. Est-ce que c'est cette quête de liberté qui t'a poussé à entreprendre ? Ouais. À quel moment tu te dis que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi ? Je me le dis pas tout de suite. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai entrepris beaucoup de choses dans ma vie, mais sans me dire forcément dans le côté... Parce que l'entrepreneuriat, déjà, tu peux être intrapreneur. Par exemple, tu as plein de gens en entreprise qui sont des entrepreneurs, mais qui n'ont pas envie forcément de se mettre dans
dans ce que ça demande comment dire, de contrepartie d'être un entrepreneur. Il y a une chose, tu vois, j'ai rien préparé de notre entretien, comme je dis, et c'est très spontané ce qui me revient là. Je repense, quand je travaillais donc en recrutement, il y a un homme qui m'a marqué. Il avait une 50aine d'années, moi j'étais toute jeune, j'avais pas 30 ans. Et il avait un CV exceptionnel, cet homme. Mais vraiment, il avait un super CV. Tout le monde aurait rêvé d'avoir ce CV-là. Et j'avais un homme de 50 ans, broyé en face de moi. Broyé. Qui s'était fait licencier. Et il était directeur général. Et il avait un passé de directeur général. Il avait autour de 50 ou 55 ans. Et ça fait 2 ans qu'il n'arrive pas à retrouver de boulot. Et là, il est prêt à tout accepter. Et moi, je vois cet homme et je le vois. Moi, je vois son CV, je vois sa performance, et je vois cet homme qui est complètement en décalage avec ce CV, qui a été cassé par des noms, par des gens qui l'ont rejeté, parce que quand tu t'envoies X 1000 CV, c'est une blessure de rejet qu'on t'envoie. Complètement. D'accord ? Il faut mettre les mots dessus. Et à force d'être rejeté, tu t'abîmes, ce qui est dommage. Et moi, je me suis dit, jamais quelqu'un décidera quand est-ce que je suis obsolète. Jamais. Donc, le seul moyen que quelqu'un ne décide pas de ma vie, c'est que ce soit moi qui entreprenne, parce que je ne serai pas dépendante de quelqu'un qui décidera pour moi. Donc c'est venu de là. Je remercie, monsieur. La première boîte que tu lances, c'est quoi ? Un cabinet de recrutement. Ok. Et comment ça se passe, ta première expérience entrepreneuriale ? Est-ce que tout de suite c'est un grand succès ? Est-ce qu'il y a des leçons, des apprentissages ? Est-ce que tu te dis que tu es suffisamment équipé ? Est-ce que tu oses tout de suite te lancer ? Parce que se lancer, c'est un vrai sujet pour beaucoup. Oui, alors, oui, j'ose. Est-ce que j'ose ? Oui, avec la boule au ventre, oui. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai eu peur ? Là, j'ai ressenti la vraie peur, là, parce que quand tu entreprends, tu as une famille, tu as une responsabilité en plus d'entreprendre, qui est qu'il y a aussi une réalité économique, et c'est bien parce que tu veux entreprendre pour toi, mais tu n'as pas envie de faire subir cela aux autres. Et on a beau se dire, ouais, je ne vais pas le faire subir, on le fait quand même subir. Il ne faut pas se mentir. Donc, il faut que ce soit un projet de famille aussi, je trouve. Ça aide quand on t'accompagne. Mais j'avais aussi le fait d'avoir eu un père entrepreneur et chef d'entreprise. Je pense que j'avais ça aussi dans mon mindset, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une modélisation. Tu sais, comme quand, par exemple, tu vas devenir parent, si tu as un modèle de parent, que tu veux le faire en contre ou dans la même fonction, tu as un modèle. Donc, j'avais un modèle. Ça m'aidait. Je savais que c'était possible, quoi. Après, je pense que je suis plus une créative qu'un bon gestionnaire. Ça n'a pas toujours été mon talent. D'accord ? Et ça, à ce moment-là, et je suis assez bonne, j'ai envie de dire, commerciale, entre guillemets, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, ce que j'ai compris rapidement, c'est la force là aussi du réseau. Donc, parce que je monte ma boîte, et c'est première boîte que je monte, c'est 2008, en pleine période de crash. Tu vois ? Moi, je me dis, tiens, on va le faire à ce moment-là. Donc, 80% des clients qui me disent, Christelle, on vous suit, c'était le domaine de l'automobile et l'aéronautique, autant te dire qu'il n'y avait plus personne. Et là, je suis rentrée dans un réseau d'affaires, et ce réseau d'affaires, en l'espace de 9 mois, ils m'ont permis de faire mon chiffre d'affaires. Et là, j'ai compris la force du réseau. Voilà. Ça a été... donc, ça a été les débuts. Comment tu gères toutes ces casquettes ? Tu l'évoquais tout à l'heure, quand même tu essaies de retrouver ta voie, tu gères ton entreprise, la télé en parallèle, plus cette quête que tu entreprenais pour retrouver ta voie. Finalement, et en plus ta famille, comment tu fais pour gérer avec toutes les casquettes ? Je pense qu'au bout d'un moment, je ne gère plus. Au bout d'un moment. Si on est sur cette période-là précise,
je suis en épuisement total. Je suis une machine, mais je suis épuisée. Ma famille, mes proches sont très inquiets pour moi à ce moment-là, parce que je suis vidée. Je continue, mais mécaniquement, parce que j'ai une responsabilité. Je suis focus que sur ma boîte. Parce qu'il faut faire cette levée de fonds, que je sais que si je ne fais pas cette levée de fonds, on est vraiment en danger, donc je ne fais que ça. La télé, c'est vraiment mon oxygène. Ça me fait du bien, c'est presque un peu comment dire, c'est ma récréation. Et ça me fait vraiment du bien, quoi. Et je crois sincèrement qu'à ce moment-là, je ne gère plus. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets en place pour justement ajuster le tir et reprendre le contrôle et réussir à sortir de l'opérationnel ou en tout cas mieux gérer J'essaye, mais je pense qu'à ce moment-là, tout le cumul, parce que il y a un cumul qui arrive. C'est-à-dire que ça fait 2 ans avant, j'ai un divorce d'associé assez difficile qui se met en place. Divorce d'associé, faut racheter ses parts, ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est autant de temps que quand tu lèves des fonds, on te dit super, on est super intéressé, mais tant que vous n'avez pas fait sortir votre ancien associé de la boîte, nous on rentre pas. Et pour une start-up, 1 mois, 6 mois, 9 mois, c'est une vie, c'est très très long. Donc, moi je dis sur les 2 dernières années, on va dire les 3 dernières années, mon meilleur ami, c'était mon avocat, quoi. D'accord ? C'est-à-dire que nuit, jour, tu ne penses qu'à ça. Tu as tes équipes, on a une 35 psy prestataires, une vingtaine de personnes dans l'entreprise, 15 000 patients qui sont accompagnés. La seule chose à laquelle tu penses, c'est aux patients. Enfin, moi, je suis comme ça. D'autres qui sont autrement, mais moi, je pense aux patients. Je dis, on a des vraies responsabilités de santé, des personnes à accompagner. On a des développements en cours. Donc, je sais qu'il faut qu'on lève des fonds, je sais qu'il faut que je rachète les parts, et tout ça en même temps que le développement, en même temps que tu as la télé, en même temps, tout en même temps. Mais les gens ne savent pas, en fait, tu es dans des silos. Les gens de la télé, pour eux, t'es la psy qui fait la télé. Pour ton entreprise, t'es l'entrepreneur. En fait, tu as plusieurs casquettes, mais personne ne voit vraiment l'ensemble, à part ta famille, et eux qui voient vraiment l'intégralité de ce que tu... Plus la production de contenu. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est vrai. Mais c'est un métier à part entière, la création de contenu. Complètement. Voilà. Et justement, il y a un sujet, parce qu'à ce moment-là, la santé mentale, dans ton cas, elle est capitale. Si tu n'es pas solide, si tu n'utilises pas tous les outils que tu connais, que tu maîtrises, on parlait notamment de coaching, pour ne citer que ça, tu ne tiens pas. Pour autant, aujourd'hui, les entrepreneurs, eux aussi, sont soumis à un stress perpétuel, constant, permanent, ceux que tu as évoqués et plein d'autres. Mais en France, la santé mentale reste quand même un sujet assez tabou. Les gens n'osent pas. Moins. On va dire que ça y est. Okay. Je t'aurais dit il y a encore 2 ans, là, je crois que vraiment, alors déjà, santé mentale, grande cause. Le switch et éveiller les consciences. Le switch, il y a un switch, il y a plusieurs éléments dans le switch dont l'accélération avec la Covid, où tout le monde a fait l'expérience par soi-même d'être déstabilisé, parce que le fait d'être confiné comme ça, avec des hauts débats, enfin, la peur du danger du virus et tout, pas une seule personne n'a pas été confrontée, convoquée avec des effets secondaires, plus ou moins à court ou moyen terme. D'accord ? Tout le monde. Donc là, il y a la première convocation, elle est intuitu personnalisée à grande échelle partout dans le monde. 2, la télé, Netflix, les séries sur tout ce qui va être le domaine de, par exemple, en thérapie ou autre, où d'un seul coup, la santé mentale devient, et la psychologie devient un peu tendance.
Tu vois, aux États-Unis, ça fait 15 ans. Si tu n'as pas de psy, il te manque un truc. Tu ne dis pas, je vais vers mon psy. C'était vraiment, ça fait partie de toi. Tu as Rolex, tu as ton psy, quoi. Voilà, c'était... alors, c'est pas vrai, parce que maintenant, c'est plus la Rolex. Tu fais ton tour du monde et tu as ton psy. Donc ça a aidé, mais il y a une connotation différente, je pense. Alors, c'est que mon ressenti, on est bien d'accord, ça ne vaut que pour moi. Mais c'est que, pareil, aux États-Unis ou au Canada, le psy n'est pas comme ici. C'est-à-dire que les psys sont beaucoup plus dans cette veine qui intègre la partie coaching, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus dans... on répare, mais en même temps, on donne des conseils, on avance et dans le faire aussi. Tu évoquais tout à l'heure 90%, 10%. Ici, là-bas, tu dirais qu'on est plus à 50-50 ? Oui, 50-50, exactement. Alors qu'ici, c'est la psychologie, déjà, en France, a été pendant beaucoup de longues années, était sous le joug plus de la psychanalyse que les autres types de thérapies. Et donc la psychanalyse, c'est un format long, c'est des choses, qui vont pas du tout, j'ai envie de dire, là c'est pareil, c'est très personnel, ça peut être super la psychanalyse, mais je pense peu adapté aux besoins et au format d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui. Psychanalyse, c'est bien si tu veux faire un travail de profondeur, pour te rencontrer toi et tout. D'accord ? C'est très bien. Mais je suis désolée, si t'es en dépression, c'est pas une psychanalyse. Sinon, t'es en dépression, tu en fais une psychanalyse, tu avances encore plus, quoi. Il y a d'autres techniques aujourd'hui, d'autres thérapies qui sont vraiment efficaces pour traiter une dépression. Les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple. Voilà. Pour traiter un trauma, tu ne vas pas faire une psychanalyse, tu fais de l'EMDR. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu crées la clinique e-santé ? C'est quoi la mission même du projet à la base ? Alors, je suis en télé. Comment ça vient ? Parce que je ne l'avais pas prévu spécialement à l'avance, tout programmé. Je suis en télé et je fais beaucoup de production de contenu à côté. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui me disent, parce qu'avant, j'avais refermé ma boîte en chasse de tête et j'avais pris que mon cabinet en psycho. J'avais vraiment envie de faire ça. J'ai dit... parce qu'entre le cabinet de chasse de tête et avant que je reprenne mon cabinet psycho, je m'étais dit je m'arrête pendant 2 ans et j'ai fait que peindre pendant 2 ans. C'était mon truc, je voulais faire que ça. Donc j'ai peint pendant 2 ans. Pas les murs, mais voilà. Et ensuite, j'ai aussi mon cabinet, mais j'ai mon cabinet et la peinture, mais je voulais vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus créatif, j'avais envie de sentir ça. Et puis je fais pas mal de production de contenu. Et puis j'ai la télé qui arrive. Et là, j'ai plus de demandes que de ce que je peux offrir, d'accord ? Et puis, je me rends compte aussi à quel point il y a un décalage, mais que je voyais depuis des années, entre la façon dont, justement, en France, on pratique la psychologie et le besoin des gens. Puis, je trouve aussi, alors ça, c'est mon côté entrepreneur, qu'il y a un peu, excuse-moi, mais du foutage de gueule, je veux dire comme ça, sur cette façon qu'on a de dire, de pratiquer tel que je le voyais, et pour nombre la psychologie, c'est-à-dire qu'en fait, ton patient, il arrive, il arrive et il n'y a pas de, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de processus. Il vient, il revient la semaine prochaine, est-ce que vous voulez revenir ? Le psy peut ne pas prendre de notes, il revient la semaine prochaine, et alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Il n'a rien dans sa tête du processus qu'il veut faire pour faire avancer son patient. Je me dis, mais c'est n'importe quoi, c'est normal que pendant 10 ans, la personne, elle n'avance pas. Et il n'y a pas un seul psy qui se pose la question. Ils font que du soutien. Mais je dis, c'est ouf. Je dis, enfin, il y a un état présent, il y a un état désiré. C'est quoi ton état présent ? C'est quoi ton état désiré ? Et moi, mon job, c'est d'amener de l'état présent à l'état désiré. Peu importe le chemin, les blessures, les traumas, tout ce qu'on va les mettre. Et ça, je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. C'est normal qu'il y a autant de personnes qui disent, non, mais j'ai essayé de voir un psy, ça m'a rien fait. Bah oui, en même temps, c'est normal parce que l'écoute, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'écoute est essentielle, elle est thérapeutique, mais ça ne suffit pas. Si à un moment donné, tu comprends que tu es tout dans le contrôle et que je te dis, il faut lâcher prise, et que derrière, je ne te donne aucun élément pour lâcher prise, bah, ça ne sert à rien, quoi, en fait. D'accord ? Et donc, c'est un peu cette rage saine qui m'a fait dire, mais en fait, moi, la psychologie, la thérapie a pu me sauver un jour dans ma vie, et puis même au-delà de ça, me faire me révéler.
il faut le donner au plus grand nombre. Parce qu'en fait, si tu es bien avec toi-même, tu es bien avec les autres. Tu prends l'humanité, toutes les galères, les conflits, tout ce qu'on a, nos ruptures avec l'autre, c'est avant tout une rupture avec nous. Donc, je me suis dit, OK, on va faire ça à grande échelle. On va faire en sorte que, déjà, il y ait des protocoles. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ça marche, la thérapie? C'est aussi le matching. Il faut que ça matche avec la personne. Tu vois, si on se rend compte, si ça ne matche pas, je peux avoir envie de te parler. Et tu as plein de gens qui disent, bah oui, mais j'ai vu un psy, mais... Et je dis, bah oui, mais en même temps, vous avez vu un psy spécialiste de l'addiction, et vous, en ce moment, vous êtes dans une rupture amoureuse. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Aussi, parce qu'il n'avait pas cette expertise-là, ou autre, même si on dit que il y a une expertise, mais quand tu fais ça, par exemple, je ne sais pas si tu es un spécialiste des relations toxiques et tu fais ça tout le temps, tu sais les trucs, et tu vas pouvoir accompagner plus vite. Donc, c'est parti de là. Voilà. C'est comme ça que j'ai fondé la Clinique e-Santé, avec une particularité, c'est que moi, mon expertise, c'était le domaine de la santé, plus tout ce qui était cette construction, en fait, de comment faire différemment, mais il me manquait des maillons. Et là, comment dire, et ensuite, par les rencontres que j'ai eues, en fait, il y a eu le marketing de santé, enfin le marketing, le SEO, le marketing qui était essentiel pour avancer. Et puis ensuite, après, tout ce qui était technique, plateforme, ce genre de choses, que j'ai découvert dans un deuxième temps. On l'a évoqué, le marché a beaucoup évolué, oui. C'est devenu beaucoup moins tabou, les gens sont beaucoup plus éveillés à tout ça. Imaginons maintenant qu'un entrepreneur qui nous écoute depuis plus ou moins 1 heure, il a conscience de l'importance justement de la santé mentale, oui. De tous ces outils pour pouvoir soit s'élever, grandir, soit régler des éléments qu'il aurait à régler. À quel moment c'est le bon moment pour aller voir un psy? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut identifier en tant qu'individu qui font nous dire « Ok, là je devrais peut-être travailler sur ça, ou j'ai peut-être quelque chose à régler ». Première chose, quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est souffrant. Alors quand je dis souffrant, c'est pas forcément je souffre, je suis mal. C'est quand tu sens que tu es désaligné. Quelqu'un qui est constamment dans le contrôle non-stop, par exemple, comment ça va se traduire? C'est que dans sa vie de tous les jours, il va avoir tendance à être impulsif, il va avoir tendance à se mettre en colère et que ça a des conséquences dans sa vie de famille ou dans sa vie avec ses collègues. Et ce contrôle, par exemple, parce que c'est là où il y a souvent on vient au moment où il y a eu des dégâts, entre guillemets. Mais le besoin de contrôle, quelqu'un qui veut tout contrôler, c'est quelqu'un qui a des blessures à l'intérieur. Et en fait, quand on répare les blessures, la personne, elle va apprendre à ne plus être dans le contrôle, mais dans la maîtrise. Ça change tout. Parce que du coup, tout est beaucoup plus fluidifié avec l'autre, par exemple. Mais c'est aussi, quand on a une vraie souffrance, c'est que quand on sent qu'on se lève le matin, mais on ne sait plus pourquoi. Pourtant, on peut avoir une grosse boîte ou une petite boîte. Soi-disant, c'était la boîte de ta vie. Et puis, en fait, petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, c'est plus ce que tu as envie de faire ou tu ne sais plus pourquoi, que tu as un vide de sens. C'est aussi des moments où c'est important de venir parce qu'en fait, il y a une notion de pouvoir, et surtout je le prends pour un entrepreneur, c'est accélérer les prises de conscience et donc de reprendre la main. Donc en cela, c'est vraiment efficace. Et après, il y a toutes les blessures de vie. Je veux dire, tu peux être entrepreneur, vivre un divorce, tu peux être entrepreneur, avoir une maladie, tu peux être entrepreneur et être jeune papa. C'est tous ces moments-là, en fait, où c'est des moments de transformation qui sont hyper importants. Tu parlais notamment de la gestion de ses émotions, indirectement, avec cet exemple de l'entrepreneur qui peut être impulsif, qui peut mal réagir ou autre à certains sujets. Comment on fait pour maîtriser ses émotions ou en tout cas réussir à stabiliser les choses si on est dans un excès positif ou moins positif? Alors, il y a la gestion des émotions dépend de chacun. Tu as des personnes qui vont plutôt avoir une gestion des émotions dans le sens, comment dire, être plutôt sensible. Donc, on va dire ressentir plus que les autres, être plus facilement touché par les choses.
c'est pas une chose négative, parce que si on est touché, ça veut dire qu'on ressent plein de choses, et c'est aussi au service de ce qu'on fait au quotidien. Maintenant, c'est comment je suis touchée par l'émotion et que ça me donne de la créativité, que ça me permet de comprendre l'autre, mais par contre, je ne prends pas tout, que je ne me laisse pas déborder par l'émotion et que ça vienne, comme dire, que je sois une éponge. Parce que quand on est une éponge, au bout d'un moment, on peut plus avancer. Donc, c'est vraiment comprendre l'émotion. L'émotion est une information. Et cette émotion qui renferme une information te dit de quoi tu as besoin. La plupart des gens voient la gestion des émotions comme se protéger de l'émotion. C'est tout le contraire. Gestion de l'émotion, c'est pouvoir devenir bilingue en émotion. Je ressens de la colère, là maintenant, ok, c'est quoi mon besoin? Je traduis. Je suis en colère après la personne. Oui, parce que là, en fait, je suis arrivée, la personne m'a mal... ça fait plusieurs fois que la personne arrive en retard, par exemple. Ça m'agace, mais en fait, je suis très en colère. Mais en fait, pourquoi je suis en colère? Je ne suis pas en colère après lui. Je suis en colère après moi parce que ça fait 12 fois qu'il arrive en retard et que je n'ai pas eu le courage de lui dire. Voilà. OK. Alors, plutôt que d'être en colère et d'un seul coup péter un câble, dis-toi plutôt OK. OK, jusqu'à présent, c'est vrai, à l'intérieur, je ne vais pas me juger et je n'ai pas eu le moment pour lui dire, voilà. Ben là, je trouve la justesse, puisqu'en fait, c'est juste, j'ai trouvé la justesse de dire, écoute, voilà, jusqu'à présent, il faut qu'on trouve un moyen que tu sois là, parce que pour moi, c'est pas OK. Tu vois. C'est tous ces petits détails. En fait, c'est pas détails, mais toutes nos émotions, je le redis, sont une information sur de nous et de nos besoins. La plupart des gens coupent l'émotion et donc vont être constamment dans la réaction. Et c'est pour ça, par exemple, quand on parlait tout à l'heure du contrôle, beaucoup d'entrepreneurs, j'ai envie de dire des bons entrepreneurs, ont appris l'art de la maîtrise comment dire, quand tu es entrepreneur, tu ne sais jamais ce qui va t'arriver le lendemain. D'accord ? Donc, si tu veux tout contrôler, burn-out assuré. Alors que si par contre tu arrêtes de contrôler, que tu apprends à maîtriser l'art de traverser en eau trouble, là, ça va bien se passer. Mais pour cela, d'ailleurs, je pense, quand on dit l'art, un art martial, on ne dit pas je contrôle, par exemple, l'aïkido. On dit je maîtrise l'art de l'aïkido. La maîtrise, c'est pouvoir traverser, être en capacité d'avoir cette souplesse de soi pour traverser les épreuves de la vie. Et toutes les personnes qui veulent tout contrôler, la seule chose qu'ils rencontrent, tu sais ce que c'est? C'est le sentiment d'impuissance. Et quand tu rencontres le sentiment d'impuissance, tu pètes des câbles. Et justement, imaginons un entrepreneur se reconnaît là dans ton message. Ben, il est constamment dans le contrôle. Est-ce qu'il y a des petites choses, des petites actions à mettre en place ou une petite action à mettre en place dans son quotidien pour justement progressivement, ne serait-ce qu'à réussir à avoir cette lecture que tu as évoquée sur soi? Parce que dit comme ça fait presque, c'est du bon sens. Tu te dis, ok, j'ai une émotion, j'essaie de la traduire. Pourquoi est-ce que j'ai cette émotion? Cette lecture sur soi, elle demande de l'effort, du travail, et puis on ne va pas réussir à le faire seul au départ. Donc effectivement, la solution que tu as mise en place est une bonne solution et on mettra le lien volontiers et ceux qui le veulent, ils pourront aller voir. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un conseil, un truc que tu recommanderais à quelqu'un de mettre en place qui se reconnaît dans ce sujet soit du contrôle, soit de la volonté de pouvoir mieux lire ses émotions? Bah écoute, juste avant le démarrage de l'émission, tu m'as dit que tu étais partie courir. D'accord ? Il y a une chose qui est à savoir, par exemple, si je te dis, bah, donne-moi des tips pour courir, pour faire un marathon, mais sans s'entraîner. Tu vas me regarder, déjà, pourquoi tu ne voudrais pas t'entraîner? Puis à ce moment-là, fais pas de marathon, parce que tu vas juste te blesser. Enfin, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Il y a des étapes avant, quoi. Pour moi, l'apprentissage de soi et de la gestion des émotions, d'ailleurs, j'aime plus ce terme de gestion des émotions, parce qu'il est complètement, c'est pas qu'il est galvaudé, mais on mélange plein de trucs dedans. On voit gestion des émotions... tu vois des trucs zen à côté, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une maîtrise de soi, c'est une maîtrise, une conscience de soi. Tu ne peux pas gérer tes émotions si tu n'as aucune conscience de soi. Voilà, c'est aussi simple, on va dire, que de se dire, tiens, on est en train, j'ai envie de pisser, et ben non, je vais faire comme si l'information, je n'y avais pas le droit.
Tu dis, bah, c'est complètement débile. D'accord? Alors, tu peux des fois te retenir parce que tu ne peux pas y aller tout de suite, mais tu ne vas pas dire, non, jamais j'irai aux toilettes. C'est absurde, on est d'accord. Et c'est parce que tu sens que tu as envie d'aller pisser qu'à un moment donné, tu vas prendre conscience de ton besoin, tu l'écoutes et du coup, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses après parce que tu vas être bien. D'accord? Ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je ressens une émotion, c'est pas différent de ressentir une sensation dans le corps où tu as faim ou tu as chaud. C'est la même chose. Et tu la traduis. Eh bien, nous, non. On se dit, non, une émotion, tu la ressens, mais tu ne dois pas la traduire. C'est du bon sens. Et je ne peux pas, et je refuse de dire, allez, donne-moi des petits tips. Il n'y a pas de tips. Est-ce qu'il y a un tips pour pouvoir se dire, je ressens que j'ai faim? Tu le ressens. C'est juste de l'acceptation. Par contre, ce que tu dois apprendre, et ça, c'est de l'entraînement, c'est le décryptage. Et il est propre à chacun. Et là, je reviendrai à, OK, comment on fait? Si tu veux courir, tu vas d'abord prendre tes baskets, courir tous les jours. Et c'est pas, oui, mais moi, je sais pas. Moi, par exemple, je suis asthmatique et je suis désolée, je cours tous les jours. Et aujourd'hui, même avec de l'asthme, ça ne m'empêche pas de courir. Donc, il y a une notion derrière de décision, d'action. Soit, en fait, je vais subir mes émotions, super, et puis je vais les faire subir aux autres. Parce que c'est ça aussi, quelqu'un qui est 100% dans le contrôle, il se fait chez lui, mais il fait bien chez les autres aussi. Faut se le dire clairement. Donc, il y a une notion de prise de conscience, de responsabilité de soi, mais surtout de se dire, mais qu'est-ce que je vais gagner derrière? Parce que lâcher le contrôle, apprendre tout le décryptage des émotions, mais tu te rends compte qu'en fait, tu n'étais pas... Toi, quand tu vas dans un pays, quand tu ne parles pas la langue, qu'est-ce que tu fais? Soit tu ne parles pas avec les gens, soit tu souris tout le temps, mais tu ne comprends rien. Au bout d'un moment, ça t'agace, tu auras envie de discuter avec les gens. Tu vois, là, c'est la même chose. Apprendre tout ce langage des émotions, du décryptage de soi et de l'autre, mais d'un seul coup, déjà, en plus, c'est génial, c'est universel, mais tu t'ouvres à un champ que tu n'avais même pas imaginé. Donc, des fois, ça va être le contrôle, la colère, la tristesse. Pour certains, c'est la gestion des émotions, c'est aussi travailler son affirmation de soi. Tu as des personnes qui sont soit dans la suradaptation, soit dans la sous-adaptation. On va parler de l'ego. L'ego. Déjà, l'ego n'est pas une mauvaise chose. Ils disent heureusement qu'on a de l'ego si on n'en serait pas debout. Par contre, il y en a qui vont être dans le surego. Moi, je regarde les gens, j'ai l'habitude, c'est mon métier de décrypter. Donc, qui arrivent avec cette posture, tu sais, où je prends un peu plus de place, où mais en fait, c'est des gens qui sont dans un ego d'adaptation, qui vont se protéger. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, leur estime d'eux, leur blessure de vue, elle est, elle a été mise à mal. Et alors, ils mettent une carapace, un peu de surconfiance, en se disant ça va marcher. Mais ils prennent conscience qu'en fait, ils passent à côté de plein de gens parce qu'on va les détester pour ça. Ou alors, dans l'autre sens, tu as des personnes qui sont dans une suradaptation, qui n'ont pas confiance en eux, et cette suradaptation, elle leur fait passer à côté de plein de choses. Alors qu'en fait, si on travaille vraiment l'estime de soi, la valeur de soi, qu'est-ce qui nous a amené par éducation, par contexte de vie, à être à cet endroit-là et qu'on peut se raligner, mais en fait, on est bien avec soi, comme je te disais tout à l'heure, on est bien avec l'autre. Mais si tu ne le décryptes pas, et c'est un travail, c'est un entraînement, ce n'est pas magique. Par contre, quand tu le pratiques, déjà tu peux le pratiquer, et j'ai envie de dire, moi je dis sur les personnes que j'ai pu accompagner, même déjà au bout, j'ai envie de dire, d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu vois des vrais changements de vie. Mais oui, je suis désolée, quelqu'un qui se dirait, donne-moi 3 tips et demain ça change. Non, c'est pas vrai. Comme si je te dis demain tu vas faire ton marathon alors que tu viens juste de commencer à courir, je te dirais c'est super, tu fais 2 kilomètres, bravo, mais on a des étapes pour le marathon. Complètement. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'aujourd'hui on est dans une économie où tout le monde veut tout rapidement, instantanément. Oui. Notamment sur les réseaux, et ça nous éduque de plus en plus comme ça. Un autre sujet aussi, c'est que la vulnérabilité, les gens n'osent pas forcément la mettre en avant ou même l'accepter parce qu'ils pensent que c'est un aveu de faiblesse. Or, même avec tous les échanges qu'on vient d'avoir ici, on voit que c'est vraiment une force. Comment accepter sa vulnérabilité en tant qu'entrepreneur notamment, encore plus chez les hommes où ils ont le sentiment qu'ils ne doivent pas montrer qu'ils ont des doutes, qu'ils sont faibles, qu'ils ont des peurs auprès de leurs équipes, mais aussi auprès de leur famille, leurs amis parfois. Comment faire? Alors, tant qu'il y aura
la croyance que la vulnérabilité me met en défaut, pour un entrepreneur, il n'ira pas. Tout part des croyances. Bah, oui. Par contre, donc du coup, le job, mais d'ailleurs surtout, c'est de déconstruire ça et de donner la preuve. Donc prenons, pour cela, sur des entrepreneurs, prenons des modèles, X personnes qui ont eu des périodes de vulnérabilité et en ont fait un succès. Mais au contraire aussi, toutes ces personnes qui ont eu des périodes de vulnérabilité n'ont pas voulu y accéder et se sont plantées. Maintenant, si je donne la vulnérabilité, c'est quelque chose d'hyper précieux. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que, comment dire, dans notre espace de vulnérabilité, on a notre espace de créativité. Alors, et pour moi, il y a une différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise. Je ne m'adresserai pas de la même façon à un chef d'entreprise qu'un entrepreneur. Alors, un entrepreneur peut être aussi chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise tout court, entre guillemets, sans le côté entrepreneur, cette vulnérabilité, c'est encore autre chose. Donc là, je vais vraiment m'intéresser sur le côté entrepreneur. Un entrepreneur qui a sa propre boîte, qui est chef d'entreprise, c'est lui qui a créé sa boîte, ça vient d'une énergie qui vient de lui, de l'intérieur, on est d'accord. Cette énergie, sans cette flamme qui est là, il n'y a plus la sève. Eh bien, la vulnérabilité, c'est ce qui entretient la flamme. Donc, si on se dit je n'ai pas accès à ma vulnérabilité, mais on n'a plus accès à son potentiel d'entrepreneur. Donc pour moi, ça serait fou. La vulnérabilité naît de quoi? D'envie de changement, de blessures de vie, de chacun son histoire. Tu as fait tellement de podcasts que tu verras qu'à chaque fois, chaque histoire, il y a une transformation. On est d'accord? Il y a quelque chose qui a fait que... ce quelque chose qui a fait que, c'était quoi? Il y a une période de vulnérabilité. Et en train de me dire, tu es en train de m'expliquer que du coup, non, il ne faut pas avoir accès à la vulnérabilité. Ça n'a pas de sens. Donc, à nouveau, c'est du bon sens. Par contre, c'est la façon dont on va regarder la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas de la fragilité, ce n'est pas de la faiblesse. La vulnérabilité, c'est accéder à soi, à ce qui nous rend humains, vivants, et donc nous donne ce sursaut de pouvoir se dire comment je vais faire cette transformation. Tu ne sais peut-être pas encore comment, mais la vulnérabilité, c'est ce qui est juste avant la transformation. Voilà. Et je donne toujours cette métaphore du vase de Chine. Le vase de Chine peut être considéré comme vulnérable. Une œuvre d'art est vulnérable, d'ailleurs on la protège et autres. Pourquoi? Parce qu'elle a une certaine fragilité, elle a une valeur qui la rend vulnérable. Sa valeur la rend vulnérable. Tu prends un vase bon marché, machin, très efficace, très bien, tu le casses, tu t'en fous. On est d'accord? Parce qu'il n'a pas de valeur. Le vase de Chine, il est fragile, il est vulnérable, et c'est ce qui fait toute sa valeur. Donc pour moi, pour un entrepreneur, homme, femme, peu importe, la vulnérabilité est la valeur. Ensuite, cette vulnérabilité, elle va s'exprimer, elle va se dévoiler à plus ou moins certains moments. Si c'est tout le temps, ça ne marche pas, parce que ça nous rend insécures pour nos équipes. Mais si par contre la vulnérabilité est au sens de se dire qu'on n'est pas un roc et que grâce à ça, notre vulnérabilité, c'est ce qui nous permet de rester en conscience avec ce qui est ici et de pouvoir être agile et transformé, c'est bon pour nous, et cette vulnérabilité, on la transmet à nos équipes qui eux-mêmes vont s'autoriser leur vulnérabilité parce que tu te l'autorises. Si tu n'es pas vulnérable, si tu as zéro vulnérabilité, tu n'accepteras pas ni l'échec pour toi, ni l'échec pour les autres. Conclusion, ton entreprise, c'est sûr qu'elle va se gaufrer. Pourquoi? Parce que des échecs, il va y en avoir, et donc les gens vont les cacher. Et c'est dangereux parce que du coup, ça ne te permet pas de pouvoir transformer les choses. Rebondir. Et de rebondir ou d'anticiper. Complètement. Voilà. Merci pour ces éléments déjà, et je rebondis aussi sur un point que tu as évoqué en tout début de notre échange, qui n'est pas anodin, c'est que tu disais moi j'ai jamais eu peur du regard des autres. Et pour autant, le regard des autres, tu le sais au moins aussi bien que moi, c'est souvent ce qui fait que les gens n'osent pas avancer, n'osent pas lancer leur boîte, n'osent pas s'exprimer, n'osent pas aller à la télé, n'osent pas plein de choses, des petites comme des très grandes choses, peu importe. Comment essayer ou réussir finalement à vaincre le regard des autres? Alors,
Alors, si je dis j'ai jamais eu peur du regard des autres, je vais quand même corriger, c'est que je ne me suis jamais laissée, téléguidée par le regard de l'autre. D'accord ? C'est que j'ai compris rapidement qu'il y avait un regard de l'autre et comment il pouvait avoir une incidence sur les autres ou sur moi. Et en fait, je crois que c'est cette prise de conscience qui dit, mais en fait, je ne vais pas donner le pouvoir aux autres de décider pour moi. On revient, il y avait le regard de l'autre, mais chez moi, le besoin de liberté était supérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc l'équilibre était du bon côté pour moi. Comment on peut se défaire réellement du regard de l'autre ? Il y a, j'ai pas envie de servir les trucs basiques sur, mais en fait le regard de l'autre c'est pas grave parce qu'en fait c'est ton miroir, blablabla, bla, 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 bla. Parce qu'en fait tout ça c'est de la théorie et en réalité et même si c'est vrai, mais la théorie tant qu'on la conscientise pas en soi, elle ne sert à rien. Pour moi la seule chose que je dirais c'est combien de fois le regard de l'autre t'a fait rater des opportunités de toi, d'être toi, ou de toucher des choses qui étaient importantes pour toi. Et encore combien de fois t'as envie de perdre ça ? Parce qu'en réalité, pour pouvoir passer à l'étape qui est du mouvement, du changement, le plus important pour chacun, c'est la prise de conscience. Et ce pic-là de prise de conscience. Et moi, comme je dis, mon job au quotidien, c'est de créer ce pic-là de prise de conscience. Après, derrière... Le déclic. Oui, ce fameux déclic qui fait que derrière, après, tu vas t'attenir, tu vas t'autoriser, mais tu vas trouver le chemin. Et notre plus grand job, ce que tu fais là, c'est, avec plein de façons différentes, plein d'histoires différentes, de créer plein de déclics. Il y en a un qui parlera à l'un, mais pas à l'autre. C'est ça. Et donc, quand on veut travailler sur le regard de l'autre, joli, on a tous été un jour confrontés au regard de l'autre, c'est juste prendre conscience, je le redis, à quel moment ça m'a fait perdre tellement de choses que j'aurais aimé faire, aimé être, et est-ce que je veux continuer de donner ce pouvoir à l'autre, alors surtout que l'autre n'existe pas. Ouais. Parce que toi, tu penses que l'autre pense ça de toi, c'est une illusion mais d'esprit. lui, il ne pense pas forcément ça, et donc c'est du vent, ça n'existe pas. Je veux bien avoir une peur, mais il faut que ce soit une peur concrète contre laquelle je puisse faire quelque chose. Finalement, prendre conscience que le plus grand risque, c'est de rester comme ça, de ne rien changer, de ne pas oser avancer. Oui, c'est plus qu'un risque. Ouais. C'est même plus un risque, c'est même plus un danger imminent, puisque à partir du moment où on est on est touché par le regard de l'autre. Tu le subis déjà. De toute façon, on a déjà perdu des choses. C'est de se dire combien tu vas en perdre encore. Un autre sujet, c'est le stress chez les entrepreneurs. Tu l'évoquais même tout à l'heure où tu n'en pouvais plus, tu étais une machine, mais tu étais au bout. Aujourd'hui, certains entrepreneurs sont submergés sous le stress, les tâches, la pression. Si ce n'est pas leurs clients, c'est leurs prospects, si ce n'est pas leurs prospects, c'est leurs équipes, sinon c'est leur famille, sinon c'est l'État. Ça ne s'arrête jamais. Comment faire pour mettre finalement certains outils que tu partages, la santé mentale ou autre, au service de sa boîte, grâce ne serait-ce qu'au fait de maîtriser son stress ou de réussir à le diminuer. Certains sont plus ou moins sensibles au stress. Une situation qui va peut-être te stresser ne va pas me stresser ou me stresser ne va pas te stresser. Oui. On est tous différents là-dessus. Comment faire ? Alors, première chose, être conscient. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si les entrepreneurs vont être sujets au stress, mais aussi à l'anxiété, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vais l'expliquer. C'est tout ce mixte-là qui va être... Le stress, c'est immédiat. Je pense d'ailleurs que les entrepreneurs ont beaucoup plus d'anxiété que de stress, parce que le stress, c'est sur l'immédiateté, il y a un enjeu, c'est sur le moment, faut le régler. L'anxiété, c'est plus à la pensée que.
c'est par l'anticipation. Ok, il y a la levée de fonds. Ok, c'est la période de bilan. Ok, j'ai comment dire, faut que j'envoie le compte rendu pour les investisseurs. Mais on avait dit qu'on serait arrivé à tel niveau, mais on n'y est pas. Comment je vais le dire? Ok, on devait embaucher, on va pas pouvoir le faire. Comment je vais le dire? C'est pas du stress, c'est de l'anxiété. Et on ne traite pas le stress et l'anxiété de la même façon. Et la plupart du temps, les gens se plantent. Pourquoi? Parce que le constat de départ, l'état des lieux de départ n'est pas bon. Faire un bon diagnostic. Si c'est du stress, que ce soit stress ou anxiété, il y a une première chose, l'entrepreneur, par définition, y est exposé tous les jours. Donc faire comme si, en fait, on n'avait pas de stress, c'est pas vrai. Donc il y a un premier niveau qui est de nettoyage automatique tous les jours du stress et de l'anxiété qui vient en fait chez l'entrepreneur. Là où ça rentre, il faut que ça sorte. D'accord? Comment? Par exemple, le sport chez un entrepreneur, pour moi, en fait, ça ne devrait même pas être une option de ne pas en faire. Pour moi, c'est dangereux. Parce que, alors, s'il n'y a pas de sport, il faut qu'il y ait une activité artistique. Je fais de la guitare et autres, mais je chante, j'ai quelque chose sur lequel je vais pouvoir. L'émotion, la charge émotionnelle qui rentre, il faut qu'elle puisse sortir. Et avec un système régulier, pas une fois tous les mois. C'est vraiment dans le suivi de sa vie, il doit y avoir un timing pour ça toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas des choses qui s'enquistent. Ensuite, de la même façon qu'il y a cette activité physique, l'entrepreneur cogite énormément. D'accord? Il doit tout anticiper, tout gérer dans l'urgence et autres. L'idéal, c'est vraiment d'avoir, que ce soit un psy ou un coach, peu importe quoi, mais une personne avec laquelle on peut comment dire, parler, dire tout ce qu'on ne peut pas dire aux autres. L'entrepreneur, il est seul. Il est super seul. Alors, et des fois, le coach, c'est bien, mais pas le coach tout le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que le coach, on va lui dire des choses, mais du coup, on va être vachement dans la stratégie, où on veut régler le problème. Des fois, on a juste besoin, et c'est là où le psy va être la bonne personne, de parler de ses doutes, de parler de ses peurs, de pouvoir se délester du costume d'entrepreneur. Se réapproprier soi, tout débarrasser là, on dit tout, on trouve comment dire, on se réapproprie du coup ses capacités, ses talents, parce que sous zone de stress et d'anxiété, on est coupé d'une partie de ses capacités, et ensuite on repart. Et là c'est pareil, un nettoyage régulier, c'est vraiment efficace. Sinon on va le voir, c'est les symptômes qui vont montrer qu'il y a un déséquilibre. Vous allez commencer à manger plus, vous allez commencer à moins dormir, tu vas commencer à avoir des troubles du comportement alimentaire, tu vas commencer à boire plus, et... Réaction en chaîne. Ouais. Tu parlais du fait qu'ils étaient souvent seuls. Tu as raison, c'est vraiment hyper seul. Un des sujets qu'on retrouve le plus, même chez entrepreneurs.com, où ils nous le disent, maintenant je me sens plus seul, je suis entouré, etc. Comment faire pour réussir à se créer un environnement sain, même ne serait-ce que mentalement, parce que parfois notre entourage bienveillant, veut bien faire, nous aime, mais n'est pas forcément du meilleur soutien et du meilleur support, inconsciemment, c'est même pas volontaire. Comment faire finalement pour réussir à créer un environnement sain? L'environnement, c'est déjà, on ne demande pas à l'autre j'allais dire, c'est pas ce pourquoi il n'est pas fait, mais je ne vais pas aller chez mon boucher pour lui demander une baguette, d'accord? Et pas juste me dire, oui, mais bon, dans ma ville ou dans mon village, les commerçants ne sont pas toujours adaptés. Non. Si je vais voir mon boucher et que je lui demande une baguette, il est adapté pour son truc, pas pour le reste. Un proche, notre famille, par exemple, sont pas là pour te donner des solutions concernant ta boîte. Ils sont là pour t'aimer, même quand tu vas mal, même quand tu doutes. C'est-à-dire que c'est l'endroit où normalement tu dois pouvoir te déposer et que même si tu as fait de la merde, on va te dire t'es génial, on t'aime. Voilà. C'est-à-dire que je dois ressentir auprès de mes proches qu'on m'aime sans condition. Après, en dehors de la cellule familiale, si on ne bosse pas en plus avec la cellule familiale, eh bien, c'est aller chercher des personnes qui vont t'apporter ce dont tu as besoin. La personne qui va te permettre de réfléchir plus vite, la personne qui va te
te permettent de dire « je suis déjà passé par là, t'inquiète pas, tu vas le traverser ». La personne qui va t'aider à trouver les bonnes connexions. Tiens, t'as une galère là, appelle un tel. Voilà. Donc c'est vraiment cet écosystème dont on parlait tout à l'heure qui facilite la vie. Moi, je l'ai vu, mais il y a des années, donc quand je t'ai parlé de ce fameux réseau d'affaires, j'ai vraiment retenu à cette période-là la puissance que ça a d'avoir des gens dans plein de milieux différents, un avocat, un mec qui imprime, un machin, tout, et qu'au moment où tu as besoin, tu n'as pas forcément besoin tout de suite, tu penses à la personne et tu sais où aller la chercher. Sinon, le plus dur pour un entrepreneur, c'est de te sentir coincé dans un truc, tu sais que tu es coincé, tu sais que tu as ce problème, tu voudrais le résoudre, mais quand tu vois le temps que ça va te prendre pour trouver la bonne personne pour résoudre le problème, c'est là où c'est des grosses zones de stress et d'anxiété. Donc, pour moi, c'est anticiper à l'avance par tous les faits réseaux et ne partez pas que sur des réseaux que de gens qui sont que dans votre écosystème. Par exemple, j'ai des gens qui sont le SEO, c'est bien que vous ayez des réseaux de SEO, mais allez dans des réseaux qui sont complètement autres que celui-ci, parce que sinon c'est sclérosant. Et quand vous aurez besoin de régler d'autres problèmes de votre boîte, vous ne les aurez pas. Donc il faut d'autres écosystèmes. En tout cas, c'est mon retour. Complètement. Le point le plus important que j'en retiens ici, c'est vraiment de demander aux gens ce pourquoi ils sont là, et non pas d'exiger quelque chose que tu voudrais de quelqu'un. L'exemple du boulanger qui est pas du charcutier qui n'est pas boulanger, c'est un bon exemple typique. Un autre point, c'est aujourd'hui, les gens ont une certaine pression lorsqu'ils entreprennent parce qu'on voit sur les réseaux, sur Internet ou autre, qu'il faut être le meilleur, faire des millions. Tu parlais de levée de fonds, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Et donc, on doit avoir de hautes ambitions pour être reconnu. On doit avoir de grands résultats pour être reconnu. Comment on fait pour ne pas se mettre trop de pression par rapport à ça? Comment on fait pour réussir à concilier finalement ses ambitions élevées et un équilibre personnel? On parle beaucoup d'équilibre. On pourrait parler aussi d'harmonie éventuellement. C'est un terme qui est différent mais qui peut-être est plus approprié, je ne sais pas. Comment on fait pour ne pas suffoquer finalement sous cette pression? On choisit ses modèles. On choisit ses modèles. Moi, j'ai toujours eu des modèles de personnes qui ont autant réussi que foiré. Et ça fait du bien. Dans quelle mesure ça fait du bien? Parce que si on ne regarde que des gens qui ont réussi, tu culpabilises Déjà, c'est pas vrai. Entre ce qui est marqué, ce qui est dit et la réalité, il y a une différence. C'est comme moi, les gens, le fait d'être en télé ou autre, les gens projettent sur moi quelque chose, mais cette projection, c'est la leur. C'est pas ma réalité de vie. Si je projette sur toi, je sais pas quelle est ta réalité de vie derrière. D'accord ? Donc, pour moi, il y a une notion d'équilibre. C'est très intéressant de regarder les personnes qui ont des succès. Maintenant, de ne jamais être aveugle et d'avoir un vrai esprit critique et libre arbitre, de regarder vraiment leur environnement. C'est intéressant ton podcast parce qu'il est pour moi d'une utilité publique. Pour les entrepreneurs, c'est de voir que le succès, c'est relatif. Le succès, c'est des espaces-temps à côté de plein d'autres choses qui s'appellent des galères de vie. Voilà, le succès, c'est comme le bonheur. C'est très relatif. Ça ne dure pas spécialement longtemps. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que ça dure longtemps. Si c'est ce qu'on veut vivre, mais c'est par des moments d'étape. Complètement. D'accord ? Tu prends Maxime Ossini, superbe réussite, et là en ce moment, paf, il y a une de ses boîtes, et pourtant il en a planté plein avant, il en a réussi plein d'autres. Et ben cette boîte qui est là, à la fois il a une boîte qui s'est plantée, c'est Angèle, c'est ça, sa boîte, et en même temps, ça n'empêche pas d'être toujours un des meilleurs investisseurs dans le milieu, et surtout, il a aussi un autre job qui est celui de pouvoir justement démocratiser et continuer de démocratiser l'entrepreneuriat. Mais pourquoi? Il n'a jamais parlé de tous ses succès. Il a parlé de tous les moments de galère qui lui ont permis de comprendre et de continuer à se transformer. Donc, juste regarder que les gens qui montrent leur succès, mais qui ne te disent pas d'ailleurs comment ils ont fait pour atteindre le succès, pour moi, ce n'est pas la bonne route. Tu disais que c'était le chemin. Relatif, mais c'est aussi subjectif en plus de ça. Chaque personne va avoir une perception différente du succès. Et un autre point, c'est, on a évoqué le regard des autres, évoquons rapidement le fait de se comparer aux autres. Ça, c'est un vrai sujet aussi pour beaucoup. Ça leur met là aussi beaucoup de pression. Certains sont comme
figé, à ne pas pouvoir faire des choses, oser faire des choses à cause de ça. Comment faire pour arrêter de le subir? Pareil, c'est la même chose parce que le regard de l'autre ou la comparaison avec l'autre, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Si je me compare, tu vois, je vais pas te répondre directement. Je vais essayer de faire comment dire, une explication de texte là-dessus. Se comparer, si c'est positif et que ça donne envie de progresser, ok. C'est exactement pour moi la différence qu'il y a entre le fait d'envier quelqu'un ou le fait d'être jaloux. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Envier quelqu'un, c'est pas négatif. Si je t'envie, par exemple, je t'envie, Alec, tu as ton podcast, j'ai envie de faire le mien. Je t'envie. Le fait de t'envier, c'est un moteur pour moi, pour m'autoriser à avoir envie de faire la même chose. D'accord ? Inspirer, te motiver. Ça m'inspire, ça me motive. Si je te jalouse d'avoir ton podcast et que j'ai pas le mien, là, en fait, j'ai aucune énergie positive en moi. Je vais juste essayer de me convaincre que de toute manière, ton podcast, il est nul, et puis que toi, je t'aime pas, et que machin, et que de toute manière, ça ne tiendra pas dans le temps, et autres. Et du coup, eh ben, j'ai besoin, cette comparaison que je fais, sous couvert de comparaison que je me compare avec toi, eh bien, je vais complètement me défaire de cette énergie. Et même si je t'envie, je vais vouloir faire à ma façon mon podcast, qui soit le mien, qui m'incarne, m'inspirant de toi, mais en étant légère. Si par contre, je te jalouse et que je veux quand même faire mon podcast, l'énergie de départ, elle n'est pas bonne. Et d'une façon ou d'une autre, ça se sentira. Parce que l'intention initiale n'est pas bonne également. Ouais. Donc, si vous comparez, allez-y, comparez, mais avec l'idée que cette comparaison soit un moteur positif pour soi. Pour essayer de s'élever plutôt que d'avoir un... Oui, si je me compare parce que, par exemple, voilà, sur d'autres choses, comme j'ai dit, j'aime bien comment cette personne parle, je vais me dire, ok, ou cette création de contenu ou autre, je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'aime là-dedans et qu'est-ce que je veux m'approprier à ma sauce pour le faire moi. Complètement. Aujourd'hui, vous avez accompagné plus de 15 000 personnes. C'est absolument 15 000 patients, énorme, 15 000 patients. C'est énorme et c'est loin d'être terminé vu l'ambition et ce que vous mettez en place. Est-ce que parmi tous ces patients que tu as pu accompagner, même toi à titre personnel, depuis de nombreuses années, chez des entrepreneurs ou même chez des personnes qui veulent performer, qui veulent aller chercher quelque chose, même qui paraît parfois impossible, tu as identifié des sortes de pièges mentaux dont on n'a pas réellement conscience et pour autant qui créent des chaînes comme des maillons qui nous emprisonnent ou qui nous empêchent de pouvoir déployer notre plein potentiel sans même qu'on s'en rende réellement compte parce qu'on n'a pas forcément la grille de lecture pour pouvoir l'avancer. Oui, alors il y a deux sujets dans le tien. Déjà, il y a d'un côté les pièges mentaux, de l'autre côté le sujet de la clinique e-santé, sur lequel aujourd'hui il y a quand même une réalité, c'est qu'on n'a pas terminé la levée de fonds et que la société s'est retrouvée en liquidation il n'y a pas longtemps. Okay. D'accord ? Et ça aussi, c'est aussi quelque chose de très intéressant à expliquer, parce que ça a aussi énormément de valeur d'apprentissage, on pourra en parler. Parce qu'il y a plein de choses à savoir en anticipation qu'on apprend après, et c'est bien de le transmettre. Mais dans le piège mental de chacun, en fait, il y en a plein de pièges mentaux, et ils sont propres à chacun. Donc la première chose, en fait, c'est qu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne voit pas. On est d'accord là-dessus? Première chose, donc, je ne peux agir que ce sur quoi j'ai la conscience. Donc, pour moi, d'abord, il y a un scan d'état des lieux de la personne, d'accord, aujourd'hui. Dans cet état des lieux, on va identifier des choses qui sont récentes, un contexte, par exemple. Donc ça, on les voit, c'est des éléments extérieurs, un contexte. Et puis, il y a aussi des éléments qui sont intérieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des contextes d'aujourd'hui, mais qui sont des éléments du passé, de vie, qui en réalité sont là, mais tu ne sais pas à quel moment ils vont se déclencher ou pas. Et c'est les éléments de contexte, et pas forcément négatifs, positifs ou négatifs, qui vont venir en fait convoquer des éléments du passé qui n'ont pas été traités. Tous les éléments du passé qui ont été cicatrisés, c'est une information, c'est du souvenir, mais il n'y a pas d'impact émotionnel. Par contre, tu vois, par exemple,
c'est un classique sur un jeune entrepreneur qui devient homme ou femme, qui devient parent, ça vient convoquer quelque chose. Si un élément du passé qui n'a pas été réglé là, on se dit c'est quelque chose de super positif, mais peut-être qu'à ce moment-là, le truc va se déclencher. J'avais pas de père, mon père par exemple est parti, j'étais très jeune, ok, et là, je convoque, j'ai pas le modèle du père. Et bien là, ce truc-là va venir être un piège, en fait, mais pour la personne, pas pour une autre. Donc, identifier, d'abord, on scanne, et ensuite, à partir de là, on regarde ce qu'on peut traiter du contexte, et en même temps, on répare ce qui n'avait pas encore été cicatrisé. Et on ne se dit pas, ça je le dis très clairement, cherchez pas forcément à vouloir tout régler, toutes les blessures, cicatriser tout. Alors c'est peut-être contre-intuitif. Il y en a plein qui vont dire, c'est bien 10 ans chez le psy. Non, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, en fait, on a un contexte, c'est une période un peu aiguë, on la traite. Le contexte est là, il y a des éléments du passé avec des éléments de blessures autres qui n'ont pas été traités. On les traite. Il y en a peut-être encore d'autres, mais pour l'instant, ils sont, ils sont pas encore déclenchés, ils vont peut-être même jamais se déclencher. Il y a des moments où on ne va pas forcément tout déterrer. Il y a des moments parce que sinon, si on déterre tout en même temps, ça va être bien, on va créer une transformation, mais est-ce qu'elle est vraiment nécessaire tout de suite maintenant? C'est pour ça que je dis souvent, moi je vois depuis des années, les personnes viennent en fait un peu par phase, exactement. Et c'est ça. Ok, je sais qu'il y a ce truc-là, mais ça, bon, c'est le moment, je suis prêt pour traiter ça. Tu viens d'évoquer la liquidation, justement, de la clinique e-santé. Parlons-en, parce qu'une liquidation judiciaire, ce n'est pas un moment facile, clairement. Non. Mais pour autant, ça fait partie aussi de la vie de l'entrepreneur. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. En tout cas, pas forcément, il n'ira peut-être pas jusque-là, mais il doit connaître ça bien à l'avance. Et moi, ça, je l'ai découvert, je ne connaissais pas du tout cela. Et pareil, je n'avais pas du tout dans mon environnement de gens, même des entrepreneurs, qui avaient traversé ça. À part quelques personnes, notamment où j'étais dans une... Comment on appelle ça ? J'étais au village Baïséa, et au village Baïséa, tu as plein d'entrepreneurs et autres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des personnes un peu plus vieilles, entre guillemets, pas vieilles dans l'âge, mais vieilles matures, qui avaient pu avoir des retours là-dessus. Et en plus de ça, quand on le vit, souvent, on ne va pas forcément le partager. Donc, tu as encore moins d'informations. Dans ton cas, alors moi, je vais partager parce qu'on se retrouve, je suis toujours la même personne, à savoir que comme je n'ai pas peur du regard de l'autre, et surtout, je sais que je ne peux pas ne pas m'appliquer à moi ce que j'applique, moi, j'en parle. J'en parle parce que je trouvais des solutions. Donc, sauf que tu ne peux pas parler de ceux dont tu n'as pas la conscience. Si je savais tout ce qui concerne les plans de sauvegarde et liquidation judiciaire avant, j'en aurais certainement parlé avant avec des personnes, mais parce que j'en avais la conscience. Chose que je n'avais pas la conscience suffisamment tôt. Pour remettre dans le contexte, pour expliquer les choses, on est enlevé de fonds, ma problématique de voix, et donc il y a cet élément-là, puis il y a un espace-temps, et en fait et puis avant j'avais eu le divorce d'associés, du temps pour récupérer, pour racheter les parts, donc en fait un temps élastique. Dans une start-up, le temps court pas de la même façon que pour une grosse entreprise, d'accord ? Tu cours après le temps. Oui, voilà. Donc j'avais fait une première toute petite levée de fonds 2 ans avant, donc et on savait qu'on allait aller rechercher une levée de fonds après. On le savait, d'accord ? Sauf que entre les deux, donc le divorce associé, et ensuite ma problématique de voix. Et donc à ce moment-là, je vois que la levée de fonds en crowdfunding va se planter, va pas fonctionner. Et pourtant, tous les signaux étaient au vert. Mais on est aussi avec le contexte, inflation, tous les business angels, les machins, les visites, tout le monde, est très, 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 très frileux. Et là où on avait un chiffre d'affaires qui faisait ça, mais vraiment comme ça depuis le démarrage de l'entreprise, eh bien, le fait pareil d'avoir pendant 1 an le divorce d'associés, que j'attendais la levée de fonds, il a fallu que je fasse des choix stratégiques d'entrepreneurs sur à quel endroit il nous restait
de l'argent pour faire un truc. Et je me suis dit, dans quelle direction je vais? Je dépense mon argent, entre guillemets, de la boîte, pourquoi? Soit on continuait à travailler sur la partie visibilité, donc le SEO et autres, c'est beaucoup d'argent, hein, ou alors sur la plateforme, et donc sur le produit. Et là, j'ai décidé de travailler sur le produit, puisqu'en fait, on avait beaucoup travaillé sur le marketing. Donc, je me dis, ça va tenir. Mais si on était en pleine migration de plateforme, si on ne termine pas la plateforme, ça ne fonctionnera pas. On devait préparer l'intégration de l'IA et tout ça. Donc je décide de mettre l'argent qui est là sur la plateforme. Mais quand tu mets que de l'argent sur la plateforme et que tu ne mets plus d'argent sur la SEO, eh ben, en fait, le chiffre d'affaires, il a commencé à non plus faire comme ça, mais a commencé à se calmer un peu, puis après à stagner. Puis petit à petit, il a commencé à baisser un petit peu. Mais on le savait, mais ce n'était pas bien grave si normalement les choses passaient. Mais, et c'est là qu'en fait, le crowdfunding n'a pas fonctionné. Et les autres investisseurs, eux, ils arrivaient sur une phase d'inflation. Ils disaient, nous, on prend que des entreprises qui continuent d'être que comme ça et qui vont faire le break sous 2 ans. Et moi, en fait, aujourd'hui, dans le domaine de la santé mentale et domaine de la santé tout court, tu ne fais pas un break-even en 2 ans, c'est pas vrai. Et il faut 5 ans. Voilà, il faut être honnête, c'est pas vrai, quoi. Il y a des gros investissements. Et en plus, il y avait aussi une évolution de la réglementation en santé. Avec les psys, grâce à tout ce qui a été fait en santé mentale, moi j'ai fait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement sur justement la prise en charge du remboursement des psys. Il y a eu des belles avancées, mais il y a eu un mais, enfin il est bien, mais un mais pour nous, pour notre entreprise, c'est qu'il y a eu une prise en charge de la psychologie remboursée par la sécurité sociale, par ce qu'on appelle le parcours Mon Psy, et qui a un autre nom là, depuis peu, il change tout le temps, donc j'ai oublié, et avec 8 séances prises en charge par un psy. Tu pouvais être remboursé. Mais il y a eu un gros mais. La première séance devait être réalisée en présentiel. Et la clinique e-santé, son business model, c'est tout en ligne et à distance. De ce jour-là, ça commençait à devenir compliqué. Mais ce qui a encore plus renforcé, c'est qu'il y a eu derrière une autre évolution. Parce qu'au début, c'était une petite prise en charge très faible, ce qui fait que l'ensemble des psys avaient boycotté le système, ils disaient on n'y va pas. Et ensuite, l'État a continué à avancer, à donner une prise en charge beaucoup plus importante de prise en charge en santé mentale. Et là, donc, tous les psys, mais aussi les mutuelles, ont dit, nous, on rembourse que les psys qui sont, ou en tout cas, on va pousser tout le système des psys qui sont dans ce système-là. Et nous, on ne rêvait qu'une chose, c'est de rentrer dans ce système, sauf que la loi n'évolue pas, c'est comme la justice, elle n'évolue pas la même chose que dans la vraie vie. Les lois, elles n'évoluent pas à la même vitesse que les entreprises. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec une réglementation qui mettait vraiment l'entreprise en difficulté. Parce que même les mutuelles disaient on vous rembourse, mais prenez un psy qui rentre dans le système. Et nous, on ne rentre pas. Donc ça, plus la levée de fonds, autant te dire que là, les planètes s'alignaient plus. Et donc, on a eu dans un premier temps un plan de sauvegarde, le temps d'essayer de retrouver donc un repreneur, et ensuite une liquidation. Alors, il faut savoir que quand on dit le terme, je le dis parce que j'aurais aimé entendre tout ça, donc je vais dire un petit peu pour donner cette information-là. Quand tu déposes le bilan, on pense que déposer le bilan, c'est la liquidation. Non. Un dépôt de bilan, on peut faire soit un dépôt de bilan avec plan de sauvegarde ou un dépôt de bilan qui donne lieu à redressement judiciaire et potentiellement après liquidation judiciaire, l'un ou l'autre. Donc, soit tu peux faire un plan de sauvegarde, soit tu peux faire un plan de redressement judiciaire. La différence entre les deux, c'est qu'un plan de sauvegarde, tu n'as pas besoin d'avoir, tu n'es pas sous tutelle d'un mandataire ou d'autre, tu déclares en fait que tu es en sauvegarde, mais le chef d'entreprise a encore toute la main en fait sur son entreprise et c'est pas noté publiquement. Alors que dès que tu es en redressement judiciaire, en RJ, là par contre c'est noté publiquement. Et beaucoup d'entreprises font pas tout de suite la demande de plan de sauvegarde. Je pense qu'en fait c'est une erreur parce que quand tu es en plan de sauvegarde, ça gèle toutes tes dettes. Et en fait, si je l'avais su avant, je pense que j'aurais fait le plan de sauvegarde beaucoup plus tôt, de façon à geler les dettes et nous permettre de continuer à aller chercher la levée de fonds tranquillement.
Maintenant, il ne faut pas se mentir aussi, un investisseur, quand tu lui dis que tu es en plan de sauvegarde, c'est beaucoup plus difficile quand même Mais il y a encore, alors tu vas peut-être, il y a encore des choses qui sont réalisables. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc on a fait plan de sauvegarde. Maintenant, on l'a fait un peu tardivement. Et ensuite, après, donc, on n'a pas trouvé les repreneurs dans le timing qu'on avait. Et donc, on est passé en redressement judiciaire. Et ensuite, l'entreprise a été mise en liquidation. Et là, c'est un autre monde. C'est un autre monde parce que tu rencontres le tribunal de commerce, tu as l'impression de passer un peu en jugement. Hein. Et d'un côté, tu dois continuer à maintenir ton entreprise, et de l'autre côté, tu t'es mis à nouveau sous une autre pression, en fait. Et là, c'est pareil, il faut être super bien accompagné. Ouais. Merci Christelle pour tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, tous les éléments qu'on a pu évoquer. C'était un épisode vraiment très riche, passionnant. J'ai une dernière question pour toi. Mais avant ça, pour celles et ceux qui sont encore là, et j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses, si vous avez aimé cet épisode au moins autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir en likant, partageant et en nous mettant directement en commentaire vos retours. Quel a été le déclic qui a créé une transformation, je dirais, presque identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, mais qui a fait toute la différence? Ça peut être une anecdote, une simple phrase, une situation, une frustration, que ce soit positif, moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Un déclic de transformation. Tu vois, dans la période difficile, là, comment dire, très sous pression à plein de niveaux, que j'ai vécu sur ces 2 dernières années, et je ne serai pas la seule, je sais le dire, mais la présence quand ta famille, elle est là, elle te soutient, même maladroitement, on s'en fiche, mais tu sens qu'elle est là, et qu'auprès d'elle, tu peux tout lâcher, tu peux dire tes peurs, tu peux dire tes doutes, ça n'a pas de valeur. Et donc je les remercie pour ça, parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée de jour, de nuit, dans tous mes états émotionnels, et je pense notamment à mon mari, et il n'a jamais failli. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des moments où c'était vraiment dur. Et voilà. Donc jamais seul. Jamais seul. Merci Christelle. Merci à toi.